Toujours en attente de mon côté. Ouais. Alors, elle me vénère un peu, elle. Alors, où est-elle? Toujours en attente de mon côté. Ah, attends. C'est bon, c'est? Ouais. Attends. Je crois que c'est bon, on est live tous les deux. Toujours en attente de mon côté. Ok, c'est bon, on est live. Ok. Bon, bah super. Здравствуйте. Bonjour à tous. Ok, c'est bon. Désolé pour les tracas. Retour sur Zoom, donc ça marche pas toujours. Intro rapide, parce que je pense que vous connaissez Pierre. Je vous ai partagé pas mal de fois son contenu et son Telegram. Donc Pierre, c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal d'années, notamment sur les questions d'effets cumulés, de création d'actifs, d'avoir une vision du monde en actifs et depuis peu d'avoir une vision du monde paranoïaque. Donc je pense que on va attaquer un peu sur la notion de développer des plans B, optimiser sa paranoïa et d'attaquer un peu voilà, là-dessus, sur voilà, par exemple, c'est quoi les démarches qu'on entreprend aujourd'hui pour gérer cet environnement on va dire un peu délicat d'un point de vue géopolitique, économique, monétaire. Ok. Question intéressante. Donc, dans un premier temps, en fait, je ne m'y suis pas du tout intéressé pour ça. Je m'y suis intéressé tout simplement parce que je suis un entrepreneur. Bon, comme vous tous, bon, voilà, je fais du business en ligne, même si à côté, j'ai une grosse partie qui est dédiée à l'investissement immobilier. Et puis, comme on le sait, la fiscalité en France, ça pique. Donc, on cherche des solutions pour en payer moins. Donc, on s'expatrie. Donc, je me suis intéressé un petit peu à la base à tous ces sujets-là en termes d'expatriation, donc choper des secondes résidences. Donc, à la base, c'était pour optimiser ma fiscalité. Très rapidement, quand j'ai commencé à faire du business, je me suis aperçu que c'était en fait une galère pas possible. Déjà, en fait, quand tu quittes la France, il faut quasiment que tu coupes les ponts avec tout, quoi. Faut que tu revendes tes actifs en nom propre, faut que tu supprimes, faut pas que tu gardes de résidence secondaire à ton nom. En fait, quand tu regardes en fait toutes les conditions pour ne plus être résident fiscal français, tu te regardes que c'est un enfer et puis tu te rends compte que le système est complètement clafté. Donc ça, j'ai appris un petit peu à mes dépens sur le terrain. Et l'autre chose, quand tu commences à faire du business à haut niveau, que tu commences à faire des virements, tu te rends compte que les banques sont en train de te péter les couilles. Tu fais un virement à 10K, pouvez-vous me justifier l'origine des fonds, s'il vous plaît, c'est pourquoi, c'est pour... Et en fait, tu te rends compte que dès que tu fais un virement en Europe, tu es complètement bloqué. Et la parano n'est pas venue petit à petit. Enfin, c'est simplement en fait une réaction par rapport à l'hostilité ambiante qui était là. À chaque fois que je voulais faire un virement bancaire, une banque qui me demandait pourquoi voulez-vous utiliser votre pognon, monsieur Ollier? C'est mon pognon. Oui, mais justifier l'origine des fonds. Donc, j'ai commencé à mettre en place des solutions, si tu veux. Donc, dans un premier temps, ça a été de me créer plusieurs comptes bancaires, parce que avant, comme tout le monde, il y a quelques années, j'ai commencé avec des fintechs. Donc, on connaît tous les traditionnels, N26, Revolut, TransferWise. Donc, N26, un jour, j'ai reçu un email dans ma boîte qui me disait désolé, mais en fait, vous dégagez. Ouais. Selon les conditions générales, article 4, mes couilles, je ne sais pas quoi. J'ai envoyé un email au support client pour leur demander ce que j'avais fait. Ils m'ont dit, c'est comme ça, quoi. Enfin, donc, je me suis dit, OK, il n'y a pas moyen de négocier. Quand tu te retrouves dans des situations comme ça, tu dis, il te faut de la redondance. Tu ne peux pas, en fait, avoir un compte Stripe, un compte bancaire, une boîte. Ce n'est pas possible. Quand tu fais du business, tu te fais shooter. Il te faut à tout prix en fait avoir un système de backup et c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire en créant plusieurs sociétés, en créant plusieurs comptes Stripe, en ouvrant plusieurs comptes bancaires et petit à petit en fait en creusant, tu t'aperçois qu'il y a des juridictions qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc l'idée, ce que je dis toujours, c'est pas d'être un paranoïaque. Moi, je suis pas du tout paranoïaque, mais c'est juste que j'ai pas envie de me retrouver comme certains de mes potes russes qui ont pris le bus ce matin en fait pour traverser la frontière au Kazakhstan et qui ont ciré les fesses quand ils sont arrivés à la douane. Ils leur ont demandé pourquoi est-ce que vous traversez. L'idée, c'est d'être un petit peu préparé en avance, quoi. Donc, tu construis un plan B. Donc, un plan B, c'est quoi? C'est d'avoir plusieurs comptes bancaires à titre perso, avoir plusieurs comptes bancaires à titre corporate, donc pour ton entreprise. C'est avoir plusieurs résidences, donc pour pouvoir bouger d'un pays au cas où ça se passe mal. Tu sais, il y a encore une semaine, ça se passait pas si mal que ça en Russie. Il y a encore un an, ça se passait pas si mal que ça à Kiev, hein, c'était la fête. Avoir plusieurs passeports.
Donc, plusieurs passeports, ça peut être pour différentes raisons. La première, c'est si il y a une taxation qui est mise en place sur le passeport, comme c'est le cas en fait aux États-Unis. Si ça se met en place à un niveau européen, ce qui va se passer, c'est que ça va être activé tout de suite et même rétroactif. Donc, si tous les Européens se retrouvent à être taxés sur leur passeport d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va vouloir obtenir des seconds passeports. Les pays qui proposent ces options, ils vont refermer les vannes. Et donc, ça va être très compliqué d'en obtenir. Et pendant ce temps-là, en fait, tu seras bloqué. Et après, l'autre chose, c'est d'avoir différents assets, différentes sources de revenus. Donc, des sources de revenus dans l'immobilier, des sources de revenus via tes business en ligne, via de l'affiliation, éventuellement avoir de l'or, des métaux précieux. Voilà, d'être diversifié dans ce que tu possèdes et ne pas avoir toutes tes sources de revenus qui ne viennent que d'un seul endroit. Ok. Ouais, je pense que pour moi, le mot vachement important, c'est redondance. Tu as toujours un plan B, un plan B, un plan C. Et vraiment d'intégrer le fait que tous les événements les plus foireux, en fait, ont maintenant une probabilité ultra raisonnable. C'est con, mais tu vois, une guerre nucléaire, probabilité raisonnable. Ah oui, très raisonnable. Très raisonnable, quoi. Et c'est vrai, ouais, on sous-estime à quelle vitesse ça part en couille. Je pense que ce qui fait qu'on sous-estime aussi à quelle vitesse ça part en couille, c'est que, moi, mon point de vue un peu libertarien pendant longtemps, c'est l'État, en fait, est ultra inefficace. Mon constat, c'est l'État, en fait, est ultra inefficace. Dès que tu vas à l'administration, tu as un papier, c'est ultra inefficace. En fait, l'État, il va outsourcer au secteur privé le soin de mettre en œuvre, je dirais, des mesures. Donc, c'est la banque, les postes de paiement qui vont faire la lutte contre le blanchiment. C'est pas l'État, en fait. L'État, il n'a pas le staff pour faire ça. Enfin, ils ont des mecs, ils sont des mecs spécialisés. Ils sont pas teubés. Mais je dirais, face au volume à traiter, ils n'ont pas le staff, en fait. Donc, ils sous-traitent au secteur privé. Le QR code, ils n'ont pas envoyé les flics faire le tour de toutes les terrasses. Ils l'ont fait un petit peu de temps en temps. Mais du coup, ils vont confier ça aux commerçants et dire aux commerçants, tu veux être fermé et tout en fermé, tu vas continuer à payer ton crédit sur ton bail IMO, etc. Ou juste t'implémentes de force le QR code. Donc, en fait, c'est vrai que moi, ce qui accentue, je dirais, ma méfiance et donc mon travail finalement de préparation et de compréhension, c'est pour moi c'est le secteur privé qui, lui, est efficace, qui sera déployé pour justement aller traquer, emmerder les gens. Effectivement, l'autre point important, c'est quand c'est obvious, c'est trop tard, quoi. C'est vrai que les Russes, on en parle un peu en privé, mais je dirais, putain, t'as Poutine, t'as eu pendant une semaine une rumeur de mobilisation générale, pas générale, partielle, pas partielle, peu importe. T'as une semaine de rumeurs. Les mecs, ils attendent le speech de Poutine à la télé pour prendre leur billet d'avion. Je veux dire. Toi, tu étais au courant de la rumeur, mais vraiment, pour connaître pas mal de Russes, ils ne savaient pas. Hein. Ils ne savaient pas. Hein. Ah ouais? Ah non, ils ne savaient pas. Enfin, moi, je te dis, je connais des Russes, je discute avec eux, ils ne savaient vraiment pas, quoi. Ils s'y attendaient vraiment pas. Hein. Pour le coup, ils ont été pris par surprise. Je suis des canaux, entre guillemets, pro-russes, tout ce que je suis un petit peu au conflit, à la guerre, etc. Ça traîne déjà un peu comme info. Mais même, tu peux te dire, voilà, le camp d'en face, lui, il a fait ça. Il a interdit à tous les mecs de plus de 18 ans, d'ailleurs, pas super inclusif quand on y pense, mais c'est pas tellement le sujet, de quitter le territoire. Donc, on peut se dire, voilà, raisonnablement, voilà, il y a une probabilité que ça puisse me tomber sur la gueule. Donc, je sais pas, je prends. Ok, donc en fait, moi, je pensais que la rumeur était beaucoup plus diffusée que ça. C'est vrai que si la rumeur est très peu diffusée, c'est plus compliqué. Donc, du coup, c'est moins, on va dire, stupide. Mais je veux dire, la rumeur, tu peux l'entendre. Si tu es un peu malin, la rumeur, elle arrive jusqu'à toi. Si tu en as quelque chose à foutre de ta survie, la rumeur est arrivée jusqu'à toi. Même moi qui suis pas russe, c'est arrivé jusqu'à moi. Ok, je sais que Poutine, le vendredi, je ne sais pas quel jour, il fait un speech. 4 jours avant, soit je prends un billet d'avion, soit je me casse déjà, en fait. Je me casse déjà, je dis, OK, je vais perdre 1 000 € pour faire un aller-retour pour aller à Tbilissi ou pour aller à, je sais pas quoi, là, au Kazakhstan. Là, je sais pas, ouais, Kazakhstan, Géorgie, tous les pays frontaliers. Et maintenant, je crois qu'il s'est passé, enfin, l'Estonie s'est bloquée, la Lettonie s'est bloquée. Maintenant, il s'est passé par la Finlande. Et ça va, probablement dans une semaine, il y a de grandes chances pour que toutes les frontières soient fermées. Mais le conflit a commencé quand? En février, mars. À partir de ce moment-là, tu sentais que déjà c'était pas bon, quoi. Il fallait prendre ses distances. Moi, tu vas me prendre pour un parano, mais dès demain, je quitte l'Europe. Je me casse. Parce que tu sais pas comment ça peut dégénérer. Aujourd'hui, en fait, je me dis, on a été dans une situation, alors peut-être qu'il se passera rien, il y a peut-être qu'1% de chance pour que ça arrive, ou voire même moins. Mais je veux dire, qui aurait cru il y a 5 ans
qu'on aurait des QR codes, qu'il y aurait une fermeture des frontières, qu'il y aurait une guerre, que l'OTAN commencerait à livrer des armes à des pays, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Qui aurait cru que ça se passerait comme ça? Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur les événements futurs. Donc, par défaut, faut prendre la solution du pire, puis tu te mets à l'abri et puis t'attends que ça se passe. Tu vas te claquer à Dubaï, tu vas te claquer en Amérique du Sud, tu vas te claquer en Asie, un petit peu loin de tout ça, et puis tu attends que la situation se tasse, et après, quand les choses se tassent, tu reviens. Ouais, je pense que ce qui est difficile pour les gens, c'est les hypothèses. Tu vois, tu as des trucs du type l'Amérique ou l'Occident, c'est la propriété privée. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas en Occident, trop de taxation, machin, etc. Mais quand tu as des biens, quand tu as des actifs en Occident, ils sont protégés, la propriété privée est garantie, et genre, après, voilà, c'est que ça peut être saisi après, je dirais, un processus long, juridique, avocat, machin, tribunal, etc. Et à l'issue de ça, éventuellement, tu peux perdre, je dirais, ta propriété ou le prix de la jouissance de ta propriété. Pas sur un claquement de doigts, ça part, quoi. Donc là, autre chose, nos passeports, on dit toujours le passeport français ou les passeports britanniques, allemands, enfin, on va dire européens, enfin, depuis l'Union européenne, c'est les meilleurs passeports au monde. Tu vois, pendant le Covid, moi j'ai un pote avec son passeport français, il voulait transiter entre il voulait aller de la Géorgie au Kazakhstan ou dans l'autre sens, peu importe, il transitait par la Turquie. La Turquie lui a dit, vous avez un passeport français, vous ne pouvez pas transiter. Il dit, mais je ne viens pas de France, en fait, je viens de Géorgie pour le Kazakhstan, en fait. Et en fait, le passeport français qui se posait être, ou les passeports occidentaux qui sont supposés être des Graals, lesquels tu passes partout, alors souvent on ne peut plus passer. C'est peut-être un Éthiopien, avec son passeport, il passait. Français, il ne passait plus. Tu avais des pays qui étaient Covid ban, ouais. Ouais. Et donc, en fait, toutes les hypothèses en fait, de raisonnement économique, géopolitique, politique, enfin, politique tout court, en fait, on se rend compte qu'elles ne valent rien, en fait. Ça, c'est compliqué, quoi. C'est que tout a été remis en fait en cause de façon accélérée. Enfin, il y a eu vraiment un avance rapide sur les 2 dernières années. Tu me disais, voilà, en Europe, la propriété privée est garantie. Non, la propriété privée n'est plus garantie. Enfin, je veux dire, on a saisi toutes les baraques des Russes sur la Côte d'Azur, les yachts, etc. Tu sais, moi, à la base, je viens d'un petit village sur la Côte d'Azur. Et sur la Côte d'Azur, tu as une ville qui s'appelle le Cap d'Antibes. C'est que des villas, en fait, d'oligarques russes. Si tu veux, à Nice, tu as même une radio qui s'appelle Radio Russe, qui était tout en russe. Enfin, je veux dire, toutes les boîtes de nuit étaient détenues par les Russes. Bah, tous ces gars, en fait, ils ont été dépossédés. On leur a piqué, en fait, leurs assets pour des sanctions. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'un citoyen normal à avoir, en fait, dans cette affaire? Enfin, les gars font pas de la politique. Pour avoir plusieurs amis, en fait, qui vivent en Russie, tu vois, c'est des profs de russe. Donc, les profs de russe, c'est payé 15 balles de l'heure, 20 balles de l'heure. Enfin, tu parles, tu vois, t'imagines l'influence qu'elle a au niveau russe? Aucune. Bah, ces gens-là, en fait, se retrouvent en fait, à ne pas pouvoir voyager. Leurs cartes bancaires sont bloquées dans les pays étrangers. Ils ne peuvent pas payer. Typiquement, là, par exemple, ils débarquent en Géorgie avec leur carte russe, ils ne peuvent pas retirer d'espèces, ils ne peuvent pas retirer d'argent. Ils sont obligés d'acheter des cryptos pour pouvoir, pour pouvoir survivre. Ces pays-là, par exemple en Géorgie, donc les Russes qui veulent passer en ce moment en Géorgie, les Géorgiens sont en train de protester en ce moment à Tbilissi, ils ne veulent plus de Russes. Si tu vas sur des annonces Airbnb, en fait, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des photos du bien donc à louer. Et puis à la 14e photo, il y a une charte. Nous ne voulons pas de Russes. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous admettez que la Russie est un pays qui est un pays envahisseur, etc. En fait, c'est des choses comme ça. Donc, c'est une façon de dire on ne vous accepte pas. Donc, partout où tu vas, tu as un pays où tu t'en prends plein la gueule. Ils ont fermé la frontière en Estonie. Enfin, tu vois, tu peux plus fuir, quoi. Et maintenant, ça va être ton gouvernement qui va dire si tu fuis, en fait, c'est 10 ans de prison. Je veux dire, les choses se sont vite accélérées. Je suis allé me balader à Saint-Pétersbourg il n'y a pas si longtemps que ça. C'était la fête, quoi. Enfin, je veux dire, c'était McDonald's, Zara, H&M, tout se passait bien, quoi. Enfin, je veux dire, donc les choses peuvent vite s'accélérer et ça peut vite mal tourner. On le voit avec ce qui s'est passé, QR code, vaccin quasiment forcé, fermeture des frontières, confinement à la maison. Maintenant, on va vous couper l'électricité. Ça va être quoi en fait le next step? Donc, il faut se préparer. Il faut se préparer pour face à ces événements, avoir des solutions de repli. C'est pas con, je trouve que c'est pas débile aujourd'hui. Donc toi, tu as un sac avec tout ce qu'il faut dedans, prêt à partir moi, j'aime mieux en fait, j'ai des cartes de résident. Tu vois, j'en ai là. Là, tu vois, j'ai tout ça là. En fait, c'est des cartes de résident. Pour pouvoir me claquer dans un pays, c'est des cartes de résident permanents. Donc, si j'ai envie de m'installer, je peux m'installer. J'ai déjà tout sur place. J'ai des comptes bancaires, j'ai des contacts locaux. Passeport, évidemment, à jour pour pouvoir bouger efficacement. Donc, passeport. Et puis, des passeports. Alors,
j'ai juste montré celui-là, le passeport français, mais tu vois, j'en ai 2 autres sur lesquels je ne vais pas donner la citoyenneté, mais j'ai également 2 autres passeports. Pourquoi? Bah, si jamais à un moment donné, on se retrouve, je sais pas, mobilisation ou interdit de franchir les frontières parce que ci ou ça, bah, tu peux en fait utiliser une autre citoyenneté et pouvoir te barrer, quoi. Ouais, c'est très important. Petite question, là, les cartes de résident. Alors, je ne te demande pas les pays, parce que voilà, enfin, normal, c'est Ouais, je compliqué. je peux t'en donner Mais quelques-uns, mais est-ce qu'il y a des pays où tu peux faire ces démarches à distance? Ou genre, tu vois, typiquement Dubaï, par exemple, moi j'ai une carte de résident parce que j'y vis, quoi. Voilà. ouais. Bah, en fait, non, il faut être sur place. Il faut au moins venir une fois, créer une société, enfin, ou pas forcément créer une société, mais il faut au moins, enfin, il faut être sur place pour le faire. Il y a des pays qui laissent faire ça à distance. Non, non. En Tous, tu peux fait, y aller. tous les pays, en fait, c'est pour obtenir une carte de résident, il y a plusieurs façons de faire. Donc, la façon la plus connue, c'est soit tu crées une boîte, et entre guillemets, ta boîte va après te sponsoriser pour que tu puisses obtenir la résidence. Donc, dans beaucoup de pays, c'est cette option qui est proposée. L'autre option, c'est d'acheter de l'immobilier. Mhm. Donc, on va te dire, voilà, tu achètes, investis 200K, tu investis 250K dans le pays. Et en échange, on va te donner une carte de résident. Mais à chaque fois, il va falloir que tu viennes sur le pays pour enclencher les démarches. Donc, généralement, tu passes par un avocat pour pouvoir te faciliter les choses. Ça t'évite de faire la queue, ça t'évite de. Enfin, tu sais, tu as toujours, en fait. Enfin, si tu penses que l'administration française est compliquée, va essayer de faire une carte de résident en Amérique du Sud et puis on en reparle. C'est quasiment impossible. Donc, ils vont venir te checker. Ils vont, en fait, parce qu'ils vont prendre tes empreintes et ils vont te prendre en photo. Ils vont vérifier ton casier judiciaire. Tes empreintes, ensuite, ils vont les mettre sur ta carte de résident. Donc, et pour maintenir des résidences, on te demande, ça dépend des pays, mais il y a certains pays, par exemple, moi j'ai une carte de résident au Panama, on te demande d'y passer au moins tous les 2 ans pour ne pas perdre ta résidence. C'est-à-dire que j'ai une carte de résident permanent là-bas. Si jamais je n'y vais pas pendant 2 ans et un jour, en fait, ma résidence sera annulée. D'accord? Ok. J'ai fait une carte de résident aussi dans un pays un peu plus underground, voilà, par exemple au Paraguay. Là, tu es obligé d'y passer une fois tous les 3 ans. Après, j'ai d'autres cartes de résident dans d'autres pays, etc. Mais en fait, l'idée, c'est pas que j'ai envie de vivre dans ces pays, mais c'est d'avoir de la géodiversification. Avoir une résidence en Europe, avoir des résidences en Amérique du Sud, avoir des résidences en Asie, et puis avoir des résidences dans le Moyen-Orient, typiquement Dubaï. Ouais. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Quand est-ce qu'on s'est Ouais. rencontrés? Quand c'était le shitstorm en Europe. Covid. Voilà, Covid. Ah, tout, Voilà. tout le monde s'est retrouvé à Dubaï pendant le Covid et tout le monde s'est dit, ouais, bah, ça vaut le coup de créer une boîte, d'avoir une carte de résidence, soit d'y habiter full-time, voilà, comme on est assez nombreux à l'avoir fait, soit juste de se dire, bah, je garde ça en backup et tout, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que Dubaï, un jour, disent, on ne prend pas. C'est vrai que bien qu'il y ait une bulle immobilière et beaucoup d'appartements vides à Dubaï, leur capacité d'absorption, elle est limitée. Un truc con, notamment Dubaï est en quasi-saturation sur tout ce qui est les égouts et le traitement des déchets et le recyclage des eaux, en fait. Et donc, en fait, il y a une limite, en fait, juste tout court à Dubaï, quoi, de ce qui. Enfin, on n'y pense pas, mais c'est vrai que bah, nous, on y pense parce qu'on regarde ce genre de conneries quand on évalue les dossiers, quoi. Mais il y a moyen qu'un jour, Dubaï dise bah non, c'est bon, on a trop de Russes, trop d'Ukrainiens. Imaginons qu'il y a des problèmes avec les Russes ou les Ukrainiens ou les Français, peu importe, Dubaï, et qu'ils font, il y en a déjà trop, ils se foutent sur la gueule, ils nous font chier. Donc, on n'en veut pas d'autres. Et même Mm. si ton passeport français il te donne le droit d'aller à Dubaï, et sur le papier, bah, les mecs, à l'arrivée, ils vont dire ouais, non, casse-toi. Casse-toi, quoi. Ouais, et puis ça, les résidences, en fait, ça devient de plus en plus cher, de plus en plus compliqué de les obtenir. Ouais. Typiquement, au Panama, avant, tu pouvais obtenir ta résidence, tu créais une boîte, tu mettais 5 000 $ dessus, tu avais un passeport français, tu faisais quelques paperasses et c'est bon, tu avais ta résidence. Maintenant, alors je ne veux pas te dire de conneries, je n'ai plus le montant exact en tête, mais il faut faire un investissement immobilier de 200 000 $ ou 250 000 $. Voilà. Corrigez-moi dans le chat, je n'ai plus les montants en tête. Faut acheter d'abord de l'immobilier pour ensuite pouvoir prétendre à la résidence. Et en fait, dans tous les pays, c'est comme ça. Enfin, t'as en Thaïlande, tu as le Thai Elite Visa, ben, le prix a tendance à augmenter, chaque année. Tu avais par exemple la résidence en Malaisie, il fallait déposer un certain montant sur un compte bancaire. Ce montant, il a quasiment doublé. Et on te demande maintenant de passer beaucoup plus de temps sur place. Donc en fait, plus tu attends, plus ça devient compliqué d'obtenir des résidences parce que tous ces pays ont compris en fait que leur pays avait de la valeur parce que comme il y a des restrictions de liberté, comme il y a des restrictions au niveau business en Europe, aux États-Unis, ben forcément, tu as de plus en plus de gens qui sont attirés vers ces pays. Et ces pays ils disent, attends, ces gars débarquent chez nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de notre système et nous, on gratte rien en échange. Donc, ben, ils mettent. Le but, c'est d'attirer uniquement des gens riches. En fait, si tu veux,
la tendance, c'est ils ne veulent plus de backpackers. Par exemple, tu écoutes le gouvernement thaïlandais, ils ne veulent plus de backpackers. Ils veulent plus de mecs qui viennent dépenser 5 € par jour en Thaïlande, en dreadlocks, à ramasser des coquillages sur la plage en Sarwell. Ça, c'est fini. Donc maintenant, ce qu'ils veulent, c'est attirer du tourisme de luxe. Donc, et c'est ce qu'ils ciblent aujourd'hui. Et la plupart des pays, ça va être comme ça. D'où l'intérêt de faire du pognon. D'où Ouais, l'intérêt de ouais, faire du pognon ouais. Tu et vois, je d'avoir un pense que business mobile. tu vois, nous, moi, quand j'ai commencé à enseigner sur le marketing underground, c'était il y a 3 ans. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, c'était avant le Covid, quoi, faire du pognon, c'était avoir une vie moins pourrie. C'est en mode, ouais, mais du coup, tu peux voyager, du coup, tu peux vivre selon tes conditions, du coup, tu peux te réveiller quand tu veux, du coup, etc., quoi. Ou pour certains, c'était plus un marketing plus bling-bling, c'est la bagnole, les gonzesses, le champagne, Ouais, etc. ouais. Pas de souci. Maintenant, en fait, ça fait un peu marketing de la peur quand on passe, quand on passe chez moi, mais c'est en mode, bon, les mecs, vous voulez crever ou vous voulez pas crever? Bah, si vous voulez pas crever, si vous voulez pas qu'on vous injecte des trucs bizarres dans le corps et tout, je sais pas, qu'on vous mette au laser un QR code sur la tête et tout, bah, en fait, faut du bif, quoi. Il faut beaucoup de bif très rapidement, quoi. Il faut, C'est il faut, vrai qu'à moins de tourner à quelques dizaines de milliers d'euros de profit par mois, en fait, on est quand même très, très limité. Tu fais 5K par mois sur Internet. Avant, oui. Et comme tu dis, les backpackers en dreadlocks, ils n'en veulent plus. Donc Hum. maintenant, ils veulent des mecs qui ont du capital, qui ont des choses à apporter, qui ont. Ouais, c'est comme tu dis, genre, si il faut acheter un bien immobilier à 250 000 balles, bah, qui peut immobiliser 250 000 balles au Panama, quoi? Pas grand Ouais, et monde. puis enfin, surtout, enfin, voilà, enfin, aujourd'hui, très, très franchement, je ne ferai pas de résidence au Panama. Parce que bah, l'immobilier au Panama, enfin, je trouve que c'est claqué au sol. Donc, pour Ouais, plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'irai pas investir 250K au Panama. Je veux dire, ils ont complètement flingué leur économie. Ça a été un pays horrible pendant les confinements. Il fallait rester à la maison. Ils ont bloqué les gens chez eux. Un jour, c'était les hommes qui pouvaient sortir. Un autre jour, c'était les femmes qui pouvaient sortir. Enfin, c'est parti en live complet là-bas. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, en fait, c'est pour ça que j'ai plusieurs résidences, parce que tu ne sais jamais en fait comment les choses vont évoluer. Le Panama, c'était encore très cool il y a 4-5 ans. Avec ce qui s'est passé, tu te prends quand même une claque dans la figure. Là, il y a quelques mois, c'était la révolution là-bas. Dans les rues, c'était la révolution. Je veux dire, il y a eu des règlements de compte et tout dans les rues. Donc, tu vois, les dynamiques peuvent vite changer. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis contre ce côté. Tu sais, tu as des gars qui vont faire la promotion d'un pays. Ils vont te dire, ah, Dubaï, c'est le top, que Dubaï, Dubaï. Ouais, mais tu sais pas en fait comment ça va évoluer dans 3-4 ans. Ou des gars qui vont dire, ouais, le Panama, c'est génial, ou la Thaïlande, tu ne sais pas comment ça va évoluer. Moi, j'étais en Thaïlande, je crois que c'était, je sais plus quand est-ce que c'était, je crois que c'était autour de 2016, peut-être 2016-2017. Et donc, je suis parti passer des vacances là-bas. Et en fait, en Thaïlande, le roi est mort quand j'étais là-bas. Et en fait, les militaires ont commencé à sortir dans la rue. Ils ont commencé à tout fermer. Et moi, j'ai commencé à bader parce que donc finalement, bon, ça s'est relativement bien passé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours en fait être prêt à pouvoir avoir des options et réagir assez rapidement. Pas être dans le déni. Je suis également, enfin, j'ai des amis qui sont ukrainiens. Hein. Je ne suis pas un mec qui suis pro-russe ou pro-Ukraine. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des amis dans les deux camps. Moi, j'ai des amis en Ukraine et j'ai des amis en Russie. Et les deux, en fait, généralement, ils aimeraient bien que ça se calme et que ça se tasse. Et tu discutais avec eux, en fait, un jour avant l'invasion, ils disaient non, c'est du bluff, les Américains, des informations, etc. Et puis un jour après, ils se prenaient des bombes sur la gueule, quoi. Donc il faut garder l'esprit ouvert. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va se passer en Europe, mais il faut avoir un. À partir du moment où il y a une probabilité, où il y a un risque, pourquoi tu veux prendre le risque? Surtout si ça ne te ouais. coûte rien, en fait, d'éviter ce risque. Ah, ça coûte pas rien, mais c'est pas cher Ouais, payé par rapport à se faire enrôler de force et se prendre une balle dans la tête, quoi. ouais. Non, mais C'est plus comme ça, quoi. je pense au beau-frère de ma prof de russe. Son passeport, il est pas à jour. Et je discutais avec, j'ai deux profs de russe. Mon autre prof de russe, elle me disait, tu sais, la plupart des Russes n'ont pas de Zaglan Passport. Zaglan Passport, c'est en fait en Russie, ils ont un passeport, ils n'ont pas de carte d'identité. En Russie, en fait, en interne, tu as un passeport, tu n'as pas une carte d'identité, c'est un passeport interne. Et tu as un Zaglan Passport. Zaglan Passport, c'est un passeport qui te permet de traverser les frontières. Et la plupart des Russes, comme la Russie est tellement grande, ils voyagent inter-Russie, tu vois, où ils ont des pays amis. Alors, je ne sais pas si c'est où. Je ne veux pas dire de conneries parce que je ne sais pas, mais je crois qu'il y a des pays, par exemple, qui sont comme le Kazakhstan. Tu peux y aller quand même avec ton passeport russe, mais pas ton passeport international. Mais voilà, aujourd'hui, lui, il peut plus se barrer, toi aussi. Et c'est pas au moment où c'est la mobilisation que tu fais renouveler ton passeport, quoi, clairement. Ouais, ouais, non,
Donc c'est tendu, c'est hardcore, hein. Je peux te dire que les gens vraiment paniquent, vraiment paniquent. Pour discuter avec eux, les gens sont vraiment dans. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du niveau de panique qu'il y a. C'est-à-dire que quand je parle avec elles, elles ont la voix qui tremble et tout. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Moi, j'ai été, si tu veux, sensibilisé parce que j'ai un ami d'enfance à moi qui est pilote Tigre dans les forces spéciales à Pau. Donc, et qui fait la guerre régulièrement, qui est envoyé en opération, donc notamment dernièrement, il était envoyé au Mali. Et une fois, je suis passé le voir et un de ses potes, en fait, il décroche son téléphone, on vient d'apprendre qu'un de ses potes vient de crever, en fait. Il s'est fait dégommer en hélicoptère, balle qui a transpercé la cuisse, ça a perforé l'artère et le mec s'est vidé de son sang, quoi, devant ses potes. Et une deuxième fois, en fait, il y a eu un crash aérien et j'ai cru qu'il était dedans. Et en fait, non. Mais lui, en fait, il était sur place. Il est parti aller chercher 13 de ses potes. Il les a ramenés dans des sacs zippés, quoi. Il a fait les allers-retours. Et puis après, tu retournes, tu vas voir les familles. Donc, si tu veux, j'ai été quand même sensibilisé à ces choses-là, de voir que il y avait des choses, en fait, qui pouvaient vraiment mal se passer. Le problème, c'est que les gens sont dans le déni et se disent ça ne pourra pas arriver parce que nous, on est en France, nous, en Europe, c'est un pays, entre guillemets, civilisé, etc. Ça ne se passera pas comme ça. Je peux vous assurer que vous prenez n'importe quel gars qui a été à Saint-Pétersbourg, à Moscou, vous lui demandez comment ça se passait il y a 2-3 ans, c'est très civilisé, hein, comme pays, hein. C'est très Super civilisé, hein. civilisé. Super civilisé. Ouais, ouais, j'y suis allé pas mal de fois à Saint-Pétersbourg. Et après aussi à Sochi dans le sud. Civilisé, clean, sympa. Les gens ne sourient pas beaucoup, mais c'est culturel. Mais C'est sinon, c'est très ultra bien. moderne. Très, très Tu, bonne qualité de vie. Ouais, ouais. en fait, pour se rendre compte, il faut taper dans des vidéos YouTube, tu tapes Walking in Saint-Pétersbourg ou Walking in Moscou 4K. Et tu as des gars qui filment et vous regardez à quoi ça ressemble. Vous avez l'impression d'être dans une ville d'Europe, quoi. Tu as l'impression Ouais, d'être je t'as pense que l'impression d'être même en plus Suisse. dans une d'Europe qu'à Paris. Mais ça, Ouais. c'est un autre sujet. Mais ne mélangeons pas les sujets. C'est pas notre combat, tout ça. Ouais, je pense que, ok. Si on va un peu sur du concret, toi, enfin, un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'aimerais bien t'amener, c'est le fait, donc, c'est vrai que dans tes vidéos, ça fait des années que tu parles d'effets cumulés. Mhm. D'ailleurs, on voit aussi la progression, voilà, les différents business que tu as lancés, le parc, les différents biens immobiliers, etc. Et en fait, tu utilises aussi l'effet cumulé pour, enfin, on va dire, le fait d'être antifragile, l'effet cumulé, et après, traquer des data points pour pas mal de dimensions de ta vie. C'est quoi les Mhm. différentes dimensions? Ok, on a vu, ok, passeport, géodiversification, bancaire, légal, etc. Donc, il y a ce package-là. Donc, on a plutôt bien, enfin, on a bien compris. C'est quoi les autres éléments, en fait, où tu as une approche vraiment, en fait, quasiment scientifique, quoi, du truc, quoi. Scientifique. Alors, euh, bon, la première, bon, c'est la composante que tout le monde connaît ici, c'est faire du pognon. Donc, tous les jours, en fait. C'est-à-dire que généralement, par exemple, tu vois, type de live comme ça, je refuse de les faire. Euh, Généralement parce que ça apporte pas de revenus résiduels. C'est-à-dire que, en fait, enfin là, entre guillemets, on pourrait dire si, parce que ça va être enregistré et entre guillemets rediffusé sur YouTube. Mais généralement, quand je fais On une mettra un lien action, affilié. On mettra un lien affilié en dessous pour ouais, je sais même pas monétiser filer le le live. lien, ouais, tu vois, j'ai dérogé à ma règle. Mais c'est dimanche, donc on pardonne. Non, généralement, en fait, tous les jours, j'essaie de mettre en place une action mais qui va te rapprocher de tes objectifs. Parce que je suis intimement convaincu que la vie que tu as en fait aujourd'hui, à l'instant T, bah, c'est simplement le résultat des actions que tu as fait au cours de ces 5 dernières années. Donc, si aujourd'hui ta vie ressemble à de la merde au niveau financier, bah, c'est que pendant 5 années, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour te mettre à niveau financièrement. Si aujourd'hui, tu es en mauvaise santé, tu es en surpoids, etc., c'est que pendant ces 5 dernières années, tu n'as pas fait ce qu'il fallait au niveau du sport, au niveau de la nutrition. Si aujourd'hui, tu as des relations de merde avec ta famille, avec ta compagne, etc., bah, c'est que pendant ces 5 dernières années, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour avoir de bonnes relations. Donc moi, en fait, je vais travailler sur tous ces thèmes-là, donc pognon, business, tout ce qui est relations amicales, familiales, tout ce qui est santé. Donc, je vais faire du sport tous les jours, je vais manger sainement. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, pognon, famille, En fait, voilà, allons direct loisirs. sur le Ouais, détail. tous les jours, je vais faire une action dans ce sens-là pour Sur vraiment le progresser. pognon, ok. Sur le pognon, c'est quoi? Tu fais quoi? Un bilan mensuel de combien tu as fait rentrer, combien Alors, tu as dépensé? bilan, en fait, j'ai un outil de tracking, c'est-à-dire que je vais traquer en fait tout ce que j'ai. Donc, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un fichier, je vais essayer de le retrouver, où dedans, je vais tout traquer. C'est-à-dire que j'ai la liste de tous mes comptes bancaires.
c'est un résultat financier, en fait. Ok. Tu sais, comme quand tu veux acheter une action, une boîte, tu veux acheter du Apple, ils publient un résultat financier. Ben moi, c'est pareil, j'ai un résultat financier, comme une boîte, sauf que je ne suis pas Apple. Donc, dedans, ça va être découpé en plusieurs parties. Donc, j'ai la partie financière. Donc, par exemple, dans la partie financière, à l'époque, par exemple, je vais te prendre l'exemple, parce que là, j'ai retrouvé le truc en 2014, quand j'ai commencé à le faire. J'avais mon PEA, mon assurance vie, des choses que j'ai virées, les assurances vie, tous les comptes bancaires. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus PEA, assurance vie, etc. Donc, je vais avoir la liste de tous mes comptes bancaires. Ensuite, je vais avoir en fait la liste de tous mes biens immobiliers. Ensuite, je vais avoir une ligne cash flow, donc tous les business qui me rapportent du cash flow, donc business en ligne, tel produit me rapporte ça, tel produit d'affiliation me rapporte ça. Donc, et ensuite, voilà, je vais lister comme ça un petit peu toutes mes sources de revenus. Par exemple, vente d'e-book, affiliation, coaching, séminaire, conférences, mes dividendes, revenus liés à la publicité, revenus affiliés Amazon, commission sur rapportage d'affaires, plus-value immobilière, des trucs de parrainage aussi. J'ai pas mal de trucs de parrainage sur des banques, etc. Donc, et je traque tout. Et de l'autre côté, j'ai aussi une autre colonne où je traque toutes mes dépenses, c'est-à-dire ce que ça va me coûter, par exemple, les différents crédits immobiliers que je vais avoir, les différents loyers que je dois payer, les différentes charges que je vais avoir, mon personnel, combien ça va me coûter, les gens qui bossent pour moi. Et donc, en fait, tout est traqué. Et je fais une synthèse de tout ça, donc mes actifs moins mes passifs, et je mesure en fait mon résultat financier tous les trimestres. Et donc, je vois l'évolution tous les trimestres. Et si ça monte de façon, on va dire exponentielle, c'est que je suis dans la bonne direction. Si ça commence à stagner, c'est que c'est pas bon. Et si ça régresse, c'est que tu es en train de prendre des décisions de merde. Donc là, au moins, ce qu'il y a de bien, c'est ça que j'aime beaucoup avec le pognon, c'est que tu peux pas mentir, en fait. Tu peux pas te mentir à toi-même. C'est ça que j'aime beaucoup dans le business, parce que le business, en fait, est honnête. Il n'y a pas d'hypocrisie, il y a pas de, tu peux facilement comparer, quoi. Tu as des chiffres, tu as un mec qui gagne plus que toi, il a fait mieux que toi, quoi. Ouais. Donc voilà comment je traque ça. Et puis maintenant, j'ai rajouté des petits bonus, voilà, toutes les cartes de résident que j'ai, parce que je considère que ce sont également des assets, les passeports. Et après, ça va être d'autres choses. Par exemple, tu vois, j'ai des montres de collection, j'ai un peu d'or, j'ai un peu d'argent, quelques bijoux, des choses comme ça. Également des espèces, des coffres un peu dans différents pays où tu vas poser pas grand-chose, mais tu poses quelques espèces, tu poses 2-3 pièces d'or pour pouvoir aller les récupérer si jamais ça se passe mal et que tu dois te barrer en urgence, quoi. Avoir une solution de repli. Donc tout ça, ça fait un peu, tu sais, je sais pas si tu as vu le film, enfin Jason Bourne ou James Bond, où le mec, en fait, il arrive en Suisse, il récupère son coffre et dedans, Ouais. tu sais, il y a son Avec passeport, le Glock, son flingue, les c'est différentes alias de billets. devises, 5 passeports. Ouais, là. Je pense que ça, ouais, j'ai dû mater ces films-là, ça a dû un peu monter au cerveau et après. Mais en fait, c'est pas con. Quand tu réfléchis, en fait, finalement, c'est quoi la vie de ces gars-là? Ils se retrouvent à un moment donné, tu as des mecs qui veulent les buter et il se fait tirer dessus, il sait pas ce qui lui arrive, le gars. Et à un moment donné, il faut qu'il se trouve une planque et pour ça, de quoi il a besoin? D'un passeport, d'un peu de cash, un contact, un téléphone, enfin, tu vois, de pouvoir s'installer, quoi. D'ailleurs, petit truc, petite astuce, c'est très compliqué d'ouvrir des coffres dans des banques, notamment en Suisse, en tant que Français. En revanche, dans des sociétés privées de coffres-forts, grosso modo, c'est des boîtes sécurisées, des coffres-forts, mais qui ne sont pas des institutions financières, qui ne sont pas des banques, donc qui ne tombent pas sous le coup des mêmes régulations. Là, on peut très facilement, alors il faut montrer son passeport, etc., machin, ouvrir des coffres super sécurisés où en général, il y a une clé, une carte magnétique, enfin, une clé physique, une carte magnétique, empreinte digitale, un code PIN. Enfin, peut y avoir genre vraiment. Et donc, c'est assez safe comme truc, quoi. Et il y a ça dans quasiment tous les pays du monde. Et ouais, donc, petite astuce, disons, ne pas ouvrir dans les banques, parce que sinon, il y a des régulations et des impératifs de transparence ou de divulgation de certaines informations. Et deux, les banques, si elles font faillite ou si une rue vers les banques, vous ne pouvez pas chercher vos merdes là-bas, quoi, par définition, quoi. Mais ouais, ok. De toute façon, Ouais. l'idée, c'est de diversifier. Enfin, la plupart des gens, ils fonctionnent en monopays. Donc, ils vivent en France, ils ont de l'immobilier en France, ils ont tous leurs comptes bancaires en France. Enfin, tout est en France, quoi. Leur business est en France, tout est en France. La femme, les enfants, tout. Moi, j'ai travaillé en banque. À la base, je suis un banquier. Ok. Quand j'étais en banque, le matin, on recevait ce qu'on appelait les avis à tiers détenteurs. L'avis à tiers détenteur, c'est l'État, en fait, qui dit vous allez prélever
tant de thunes et vous allez laisser l'équivalent du RSA sur le compte de ce gars-là. Tu bloques, en fait, l'État appuie sur un bouton, il peut bloquer tous tes biens immobiliers, il peut bloquer tous tes comptes bancaires. Donc, et c'est arrivé en fait à des gens qui se sont retrouvés en faillite ou des gens pour X ou Y raison, qui n'ont pas pu payer leurs impôts ou qui étaient en retard, etc. Ben, en fait, ils se faisaient tout saisir. Et j'ai déjà eu des gens qui m'ont appelé comme ça en me disant Pierre, qu'est-ce que je fais, etc. Alors, normalement, tu as le droit de rien faire. À partir du moment où tu es en France et que ton argent, si tu essaies de le bouger, tu es dans l'illégalité. Enfin, je veux dire, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prêt en avance. Il faut déjà avoir de l'argent dans différents pays. La plupart des gens se disent si j'ouvre un compte bancaire à l'étranger et que je place mon argent à l'étranger, c'est interdit, c'est de la fraude fiscale, Cahuzac. Je vais aller en prison, c'est interdit, prison, puis après bracelet électronique. Non, en fait, tu peux tout à fait vivre en France et avoir des comptes à l'étranger. Donc, quand tu remplis ta déclaration d'impôt chaque année en France, tu as une case à cocher, on te demande est-ce que vous détenez des comptes bancaires à l'étranger. Tu la coches, et ensuite, tu te demandes le numéro de compte, l'IBAN et le montant que tu as dessus. Donc, voilà. Donc, ce qui est illégal, c'est d'avoir des comptes bancaires à l'étranger non déclarés. Voilà. Ouais. Donc là, tu peux te prendre une amende. Maintenant, pour planquer son pognon à l'étranger, machin, enfin, les gars, il faut oublier. Aujourd'hui, il y a l'échange automatique d'informations. Quand vous ouvrez un compte bancaire dans une banque, la première chose qu'ils vous demandent, c'est votre pays de résidence fiscale. Et ils vous demandent un numéro fiscal et ils vont transmettre automatiquement toutes les informations. Donc, le secret bancaire, ça fait des années que ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a un échange automatique d'informations. Ouais. Oui, non, ça, je pense que ouais, c'est Mais il y a des normal. gens qui ne le savent pas. Hein. J'ai encore des gens Ouais. qui me disent, tu sais, Pierre, j'ai un compte Revolut, N26, tranquille et tout, ça va se passer. Bah oui, tout le temps, j'entends ça. Tout le temps. Enfin, je ne sais pas si toi tu l'entends, mais tout le temps, j'entends Ah, ça. c'est à moi. T'inquiète, Stripe N26, Pierre. Stripe N26. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon. Ouais, Ah non, oui, attends. bah, ouais, Non, c'est mais, la vérité. ouais, C'est non, la mais vérité. normalement, ici, sur cette chaîne YouTube, on n'est pas très nombreux, mais normalement, le QI moyen, ça va, il est pas trop affecté normalement, quoi. Ils sont comme au courant de ces trucs. Si on revient un peu sur le tracking, sur la santé, tu vas traquer quoi comme info et à quelle échéance? Alors, santé, bah déjà, en fait, tous les jours, je prends des compléments alimentaires. Mhm. Donc, je ne suis pas médecin, vous renseigne rien, ok. Donc, ce n'est pas un conseil médical ou quoi que ce soit. Tous les jours, hein, je prends des oméga 3, de la vitamine D, un multivitamine, et qu'est-ce que je prends d'autre? Et du magnésium, généralement. Donc, mieux. Ah oui, et je prends des trucs aussi pour les articulations. C'est tout con, mais tu regardes en fait, bah, les gens qui vieillissent, souvent en fait, ils n'arrivent plus à marcher, tout simplement parce qu'en fait, ils sont dégommés toutes les articulations, le collagène. Tu regardes, tous les petits vieux, ils marchent comme ça, ils n'arrivent plus à marcher. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont plus de muscles, c'est parce qu'ils sont dégommés les articulations. Donc, je prends du collagène et ce qu'on appelle de la chondroïtine glucosamine. Donc, ça permet, je vais schématiser globalement, mais ça permet de lubrifier les articulations. Et Mhm. les oméga 3, ça te permet de combattre tout ce qui est inflammation. Donc, typiquement, les inflammations, c'est à cause de ça que par la suite, tu peux développer des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Et je pars toujours du principe que, ça on va en parler, parce que tout à l'heure, on en parlait, je crois, en off, les principales causes de décès, en fait. Moi, j'ai bossé en banque, mais à un moment donné, mon boulot, c'était banquier. À un moment donné, on nous a dit, bon, maintenant, il faut refourguer des assurances. Puis après, on nous a dit, il faut aussi refourguer des téléphones. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, quand on est arrivé à donc, on dire faut refourguer des assurances, on a eu des gars qui sont venus nous former et tout, et nous ont dit ouais, faut que vous vendiez des assurances décès aux gens. Donc, en fait, ils nous expliquaient donc technique de vente, hein, donc on rentre un peu dans le copywriting. En fait, il faut que tu faut que expliques à ton prospect, en fait, faut qu'il ait des peurs et faut que tu arrives à lui vendre une assurance vie. Et nous, on lui disait ouais, mais t'es gentil, mais bon, le mec, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu vas crever, achète notre assurance vie. Non, non, en fait, on va vous montrer des chiffres. Donc, première cause de mortalité en France, les accidents cardiovasculaires. Okay. Deuxième cause de mortalité, les cancers. Troisième cause de mortalité en France, les accidents domestiques. Typiquement, la plupart des gens ne crèvent pas parce qu'ils se sont pris une bombe sur la gueule de Poutine ou parce qu'ils ont traversé la rue, ils ont un accident de bagnole. Non, en fait, ils crèvent parce qu'ils se sont pris une casserole d'eau chaude sur la tête en fait, à la maison. Ou en fait, ils ont voulu monter une armoire, ils ont monté, l'armoire leur est tombée sur la gueule. Et en fait, la plupart des décès, je vous invite à taper cause de décès principale, c'est les accidents domestiques. D'ailleurs, si vous avez des gamins, sachez que c'est à la maison qu'ils sont le plus en danger. C'est pas dans la rue, c'est pas Ah ouais. quand un pédophile va les agresser ou c'est pas quand un mec va les planter. C'est à la maison qu'il y a le plus de danger. Et
je ne sais plus pourquoi on en venait à parler de ça, mais Data point et le tracking. Et... ouais, donc tracking. Donc, quand tu sais, en fait, c'est important de savoir potentiellement quels sont les facteurs de risque. On a toujours entendu ce mec-là qui dit ouais, moi, je connais un mec, il a fumé et puis il est mort à 95 ans. Tu vois, c'est très bien. Mais en fait, quand tu fumes, quand tu bois, qu'est-ce qui se passe? Tu augmentes tes facteurs de risque de développer des maladies. C'est pas parce que tu fumes que tu vas l'avoir, mais tu augmentes tes facteurs de risque. Si tu roules à 200 bornes, les yeux bandés, bourrés sur l'autoroute en sens inverse, tu augmentes grandement tes chances, tes facteurs de risque de crever. D'accord? Donc moi, j'essaie de mesurer tout ça et de diminuer tous les facteurs de risque, c'est-à-dire avoir une alimentation saine, faire du sport, prendre des compléments alimentaires et être au courant de ce qui peut se passer. Typiquement, voilà, maladie cardiovasculaire, tu as beaucoup moins de chances d'en développer si tu fais du sport et si tu manges sainement. Même chose pour tout ce qui est cancer. Et ensuite, quand tu es chez toi, tu évites d'avoir des comportements à risque. Je veux dire, c'est tout con, mais Claude François, il est mort pour les anciens, quoi. En dévissant une ampoule, quoi. C'est qu'en off, tu me suggérais aussi de suivre une putain de formation sur les premiers secours. Les premiers secours. Ouais. Et en fait, ouais, c'est un angle mort de porc, quoi. C'est genre, ok, tu t'étouffes, tu fais quoi? T'as une hémorragie, tu fais quoi? Ouais, non, on n'y pense pas, ces conneries. Tu me disais, ouais, qu'est-ce qui peut nous faire crever potentiellement, quoi. Tu me parlais de guerre nucléaire. Je dis non, en fait, tu n'as plus de chance de mourir. En fait, tu bouffes un truc, tu avales de travers et tu t'étouffes. Ouais. Le problème, c'est si ta meuf, en fait, elle ne sait pas comment faire la manœuvre pour te faire éjecter ton truc que tu as dans la bouche, en fait, tu vas mourir étouffé. Donc, en fait, pour passer son brevet de secouriste, elle sait faire un massage cardiaque. Enfin, je veux dire, c'est des choses tout bêtes, quoi. Te mettre en position latérale de sécurité. Tout le monde sait ce que c'est qu'une PLS parce que tout le monde se fait des clashs sur le tube PLS. Mais est-ce que vous savez vraiment à quoi ça sert une PLS, en fait? Enfin, si un mec se noie, est-ce que vous savez comment aller récupérer un mec à la nage, le faire vider de sa flotte et le mettre en position de côté pour qu'il vide sa flotte? Et voilà, est-ce que vous savez sauver un mec de la noyade? C'est tout con. Mais je veux dire, il y a des gens qui se noient. Vous êtes à la plage, si vous savez le faire, vous savez sauver une vie, quoi. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir faire et qu'il faut surtout, si vous êtes égoïste, apprendre à vos proches, quoi, avec les gens avec qui vous traînez, quoi. Tu vois, idéalement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Très rapidement, on est 421 en live. Donc, comme on est sur YouTube, il faut se prostituer un peu. Mettez des likes pour les conseils de secourisme du Pérolier. Ok. Tout ce qui est vie sociale / sentimentale, il y a des éléments de tracking là-dedans ou pas? Ou c'est plus en mode où là, tu te laisses un peu vivre? Alors, c'est une bonne question. 3 nouveaux amis ce mois-ci. Ouais. Niveau tracking, j'ai envie de te dire, le niveau de tracking, quand ta meuf commence à sérieusement te casser les couilles, ça veut dire que tu t'abuses, en fait. Ça veut dire que tu abuses. C'est-à-dire que bon, je sais pas si c'était comme moi, en fait, en couple, mais bon, quand on est dans le business, on va avoir tendance des fois à bosser comme des malades. Ta meuf a fait un bruit, tu vas dire: «Attends, je suis en train de filmer un truc», enfin, tu vois, tu vas péter un câble. Puis des fois, en fait, tu te rends compte, tu te dis: «Bon là, on n'a pas été au resto, on n'a pas fait les sorties, la sortie hebdomadaire et cetera». Donc voilà, il va falloir être le rappel à l'ordre, entre guillemets. Ouais. Après, il se passe quelque chose. Quand je dis ça, ça va paraître soit prétentieux, soit arrogant, soit ce que tu veux. Mais en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est difficile d'être en contact avec des personnes sur lesquelles ça ne va pas me fatiguer intellectuellement. Parce que si tu veux, je suis tellement. C'est pas que je me sens supérieur aux autres ou quoi que ce soit, rien à voir avec ça. Mais le truc, c'est que mes problématiques du moment ne sont pas du tout en fait les problématiques de la plupart des gens. Ouais. La problématique de la plupart des gens, c'est voilà, ils sont salariés, donc ils bossent du lundi au vendredi, ils n'ont pas forcément de moyens financiers, etc. Et ils ne peuvent pas partir toujours en voyage. Moi, enfin, typiquement, si je veux partir en voyage, je vais faire quoi? Je vais appeler mes potes d'enfance et je vais leur dire: «Bah, allez, les gars, on se barre demain en Thaïlande». Ils vont me dire: «Je peux pas. Je travaille, je bosse, c'est pas possible». Et je me souviens la première fois que je suis parti, j'ai commencé à faire un peu de thunes sur internet, je suis parti me claquer en Thaïlande, un petit peu comme tous les mecs blogueurs. Je suis arrivé là-bas, j'étais dans un hôtel 5 étoiles. Il y avait que des mecs de 60 piges, avec un beat comme ça. J'étais le seul gars, entre guillemets, un peu jeune, qui était dans la vingtaine. Donc, socialement, ça va être, je vais avoir un cercle d'amis relativement proche, généralement des businessmen.
Parce que c'est pas que je parle, j'ai toujours l'affection pour les gens que je fréquentais quand j'étais plus jeune. Mais si tu veux, au bout d'un moment, l'écart se creuse trop, quoi. Ils comprennent pas. Quand tu commences à leur parler second passeport, quand tu commences à leur parler carte de résidence, quand tu commences à leur parler que tu as une clé Ledger et que tu achètes des cryptos, des machins, souvent c'est mal compris. Les gens te disent, toi, tu penses qu'à l'argent, il y a que l'argent qui t'intéresse, etc. Et en fait, moi, dans ma tête, je me dis toujours, en fait, vous êtes tellement matrixé, vous vivez dans un pays où vous avez fait vos 3 doses, vous montrez vos QR codes, tu te soumets chaque semaine en fait à ton patron, tu vis une vie qui ne te plaît pas, tu sors avec une meuf qui ne te plaît pas, tu conduis une voiture qui ne te plaît pas, tu vis dans un appart qui ne te plaît pas, dans un quartier qui ne te plaît pas, et tu dis que c'est la faute du gouvernement. Non, moi je dis que non, en fait. Enfin, je suis parti de la base, je suis parti de que dalle. Je veux dire, pour le coup, mes parents m'ont pas filé une thune et je me suis fait tout seul. Donc je pars du principe qu'aujourd'hui, à l'heure d'internet, on a toujours les moyens de se former et de s'en sortir, quoi. Mais il faut bosser. Et ça, la plupart des gens ne sont pas prêts à faire ça. Donc aujourd'hui, j'essaie de toujours être avec des gens qui ont un fort niveau d'exigence avec eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai un très fort niveau d'exigence avec moi-même. Généralement, je demande peut-être la moitié aux gens avec qui je bosse. Et déjà, en fait, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal des fois à déléguer, etc. Parce que j'aimerais bien que le travail soit fait d'une façon, mais je me rends compte que c'est rare de trouver des gens qui ont le même des niveaux d'exigence que toi-même. Enfin, le problème dans une boîte, c'est de recruter aujourd'hui des Ah gens oui, oui, qualifiés, quoi. C'est vraiment le plus dur, quoi. Je sais pas ce que ouais. tu en penses, mais Ouais, bah, je vais revenir un petit peu, juste un peu sur la notion un peu de vie sociale et ça, avant de revenir sur le recrutement. Moi, ce que je fais, c'est j'ai un quota de YOLO. C'est toutes les semaines, j'ai le droit de faire un truc YOLO. Enfin, genre, ok. il n'y a rien de très ça peut être bouffer un McDo, ça peut être aller acheter une paire de godasses à 1000 balles à ma meuf, ça peut être. Il n'y a pas de. Enfin, ouais, c'est YOLO, quoi. Parce que c'est vrai que sinon, en fait, alors c'est vrai que je suis pas encore. Enfin, moi, tout ce qui est vie, enfin, tout ce qui est business et invest, c'est très processisé. Légal, je suis en train de le processer comme un taré. Mais finalement, j'ai un peu. Enfin, en gros, moi, j'ai plus besoin d'avoir une petite dose de YOLO, quoi. Parce que sinon, en fait, il faut vivre aussi un peu, quoi. Hmm. Euh, donc, ouais. Après, donc, ouais, donc, en gros, c'est. Enfin, ma petite recommandation aux gens qui nous suivent, c'est en gros, bah, en fait, on vit aux extrêmes, quoi. C'est qu'il y a 90% ou plus ou moins de processisés, régulés, compléments alimentaires, bouffe, sport, machin, etc. Moi, là-dedans, j'inclus aussi tout ce qui est sport de combat. Je pense que enfin, dans le portfolio des trucs à développer, le sport de combat, ça me paraît. En fait, je pense que Ouais. en tant que mec, si t'es pas en mesure de tuer un mec à main nue en face de toi, en fait, t'es pas fonctionnel. Attention, ça veut pas dire que tu le fais, évidemment que non. Mhm. Mais c'est important. Et si jamais, tu vois, la main nue ne suffit pas, il y a toujours une arme à proximité. Hop, c'est la matraque télescopique. Non, ça, c'est pour la boxe Wi-Fi quand elle ne marche pas. Mais donc, j'ajoute ça. Donc voilà, en fait, processisé comme des porcs, vivre aux extrémités, donc processisé à mort et une pincée de YOLO. Il y a des gens qui arrivent à vivre sans YOLO, c'est des machines. Moi, Mhm. j'arrive pas à vivre sans YOLO, il faut une petite dose de YOLO, quoi. Ouais, enfin, après, j'aime bien rencontrer des gens qui ont une forte personnalité, des gens un peu qui ont. J'ai toujours en fait aimé les gens qui avaient une vie extrême, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, vie extrême. Tiens, la dernière fois, je suis allé bouffer avec un pote. Donc, c'est un pote, il a lancé des casinos en ligne, l'affiliation, il a acheté pas mal de biens immobiliers. Et donc, il est venu. Donc, là, pour le coup, il était à Budapest. J'étais à Budapest en même temps que lui. Il me dit, ça serait bien que tu viennes voir mes appartes. Et il me dit, le soir, en fait, on va aller bouffer, je t'emmène, etc. Je suis, ouais, attends, j'ai du taf, organise tout le bordel, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Ouais. Et donc, j'arrive. Et qui je rencontre? Pierre Woodman. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Pierre Woodman, c'est un producteur de porn, c'est un mec qui fait des castings, machin, etc. Et c'est un gars, bon, tu sais, qui fait couler beaucoup d'encre sur lui. Mais en fait, moi, j'ai toujours aimé ce type de gars-là, parce que ce gars-là vit une vie où, si tu veux, tout le monde le critique, ou tu as 95% des gens qui vont s'acharner contre lui, etc. Mais ce mec, on a rien à foutre, en fait, de ce qu'on pense de lui. Il fait du pognon, il a un super appart, il a sa famille, ses gamins, ses machins. C'est un mec qui est cool, qui est sympa, et puis voilà, enfin, qui kiffe sa vie et qui vit sa vie à 200%. Et quand il réfléchit, en fait, tu n'as qu'une vie, tu n'as qu'un seul passage sur Terre. Donc ça sert à quoi de faire monsieur gentil, bien pensant T'as qu'un passage sur Terre. Qu'est-ce qui va être marqué sur ta tombe? Monsieur a été bien pensant et bien gentil, a bien obéi à toutes les règles de sa vie. Tout le monde s'en fout. Donc, quand tu as une vie, bah, autant la vivre un petit peu de de façon extrême, quoi. Enfin, c'est ça qui fait le piment de la vie, quoi. Ouais, Donc moi, ouais, j'aime bien voir des gens. Bah, ouais, toi, tu as une personnalité quand même assez atypique, quoi. Je veux dire, c'est- je tu, suis très consensuel sur Internet. ouais, ouais. Euh, mais ouais, ouais, je suis assez d'accord. En fait, moi, je te rejoins complètement, je supporte pas les gens qui
je ne parle pas de la médiocrité. C'est que tout doit être parfait, absolu. Ou en fait, si c'est pas parfait, ou s'il n'y a pas déjà la volonté d'aller vers la perfection, de putain, faire bien le truc, en fait, c'est de la merde et ça chie, en fait. Genre, genre d'un film, il n'est pas bien, au cinéma, je me lève, je me casse. Le resto, la serveuse, elle fait pas le truc comme il faut, je paye, je me casse. Je me lève, je me casse, quoi. C'est lève-toi et marche, quoi. C'est comme dans la Bible. Donc, ouais, zéro tolérance pour ça. Parce que sinon, tu commences à laisser de la merde dans ta vie. Et ça fait pas du tout. Et c'est comme ça que tu crèves d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire, on en rejoint un peu les trucs de Ouais, survie. niveau de stress. Niveau de stress. Ton niveau de stress, en fait, va conditionner ton. Plus tu vas être stressé, plus ton niveau d'espérance de vie va diminuer, en fait. Donc, Ouais, faut laisser pisser quoi, quand c'est comme ça. Après, pour répondre à ton côté, parce que tu m'avais posé la question sur le social, j'ai des loisirs. Je voyage beaucoup, j'aime beaucoup voyager. Après, j'ai des loisirs un petit peu bizarres, mais j'apprends des langues étrangères. Donc, je parle plusieurs langues. Voilà, bon, après, c'est vrai, j'en fais pas l'étalage sur ma chaîne YouTube parce que c'est pas le but. Je fais des danses latines. Donc, typiquement, bachata, kizomba, c'est sympa, ça me relaxe. En fait, voilà, pour le coup, tu déconnectes. Et après, j'ai d'autres activités sur lesquelles je parle jamais parce que t'as toujours, les gens te prennent toujours pour un taré en fait quand tu fais des trucs comme ça. Mais par exemple, tu vois, je me suis formé à l'auto-hypnose. Donc, en fait, je vais pas hypnotiser des gars, mais je suis capable de m'auto-hypnotiser. ouais, Donc, t'auto-hypnotiser, c'est un peu comme quand tu es en train de pioncer, tu sais, tu rêves, bah, tu arrives à faire ça et ça t'aide en fait à travailler sur toi-même et à être plus détendu. J'ai utilisé beaucoup de ces techniques, tu vois, par exemple, j'ai déjà donné des séminaires et en fait, avant, bah, j'avais le trac. Parler devant des gens, tu vois, ça me foutait un peu le trac. Et ouais. si tu veux, j'ai réussi aujourd'hui à conditionner mon mental pour pouvoir parler devant 300 personnes et puis voilà quoi, à l'aise quoi, sans avoir aucun trac, tout ça en utilisant des techniques comme ça. Des trucs tout cons, mais à l'époque où j'étais encore célibataire, j'ai utilisé ces techniques pour ça n'a rien à voir avec le business, etc. Mais bon, on s'en fout, il y a pas mal de mecs qui nous suivent, pour vaincre la peur d'aller parler à une meuf dans la rue. Tu sais, la Ok. plupart des mecs, en fait, ne l'avouent pas, mais en fait, sont complètement tétanisés à l'idée d'aller parler à un inconnu. Enfin, tu sais, tu les écoutes, en fait, c'est tous des cadors, c'est tous des grands séducteurs, etc. Mais Ouais, quand il s'agit d'aller parler, en fait, à la 10 sur 10 qui est là-bas et qui va te regarder, enfin, la plupart des gens, en fait, la plupart des mecs sont tétanisés. Ok, c'est des héros sur Tinder, sur Instagram, etc. Mais dans la vraie vie, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui fait ça. Donc, pareil, j'ai réussi à me conditionner pour pouvoir enlever cette peur de l'approche en utilisant ces techniques. Donc, ça m'a pas mal aidé, en fait, il y a beaucoup de choses que la plupart des gens essaient de contrôler par le mental, mais finalement, en fait, on est beaucoup plus contrôlé par son inconscient que ce qu'on voudrait bien le croire. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, bah, vous procrastinez. C'est pour ça que vous avez des habitudes de merde. Vous allez sur TikTok, vous allez sur Facebook, vous allez sur Instagram. C'est pour ça que vous allez sur des sites de cul. C'est pour ça en fait que vous vous mettez pas à bosser alors vous savez qu'il faudrait que vous bossiez. C'est pour ça en fait que vous vous expatriez pas parce que vous avez peur, vous dites ouais mais je le ferai plus tard, etc. Tout ça en fait, c'est consciemment vous dites ça serait bien que je le fasse, mais inconsciemment vous le faites pas. Et il y a une dissonance cognitive qui se crée entre la vie que vous voudriez avoir et la vie que vous avez actuellement. Il y a beaucoup de gens en fait qui vivent comme ça et qui sont frustrés. Donc typiquement tous les rageux qui viennent rager dans les commentaires sur Internet, c'est un ouais. peu ça. Ils voient une vie qu'ils aimeraient bien avoir et la vie qu'ils ont aujourd'hui. Donc pour ça, il faut agir, il faut monter des business, etc. Mais c'est aussi bien de s'intéresser à des trucs comme ça, quoi. Savoir méditer, savoir lâcher prise, savoir travailler un petit peu sur son inconscient, technique de méditation. Ça paraît un peu wou-wou. J'ai fait des études de maths et d'économie. Hein. Il n'y a pas plus rationnel que moi. Mais je peux t'assurer que ça aide pas mal. Ça aide pas mal. Donc, je fais des trucs comme ça aussi. Mais j'en Ok, parle pas trop, quoi. ok, ok. Moi, dans cette veine-là, je fais beaucoup de respiration Wim Hof. Ouais, je connais pas. Enfin, je t'enverrai un lien. En gros, c'est des cycles de respiration. Après, tu as des interruptions de respiration de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, etc. Parce qu'en fait, on tient très facilement plus de 2 minutes sans respirer avec le bon entraînement. Et en fait, c'est un effet, enfin, pour moi, purificateur, quoi. Tout ce qui est méditation, j'arrive pas, ça me fait péter un câble. Mais ces trucs-là ont vraiment réussi à me faire décrocher et être juste là dans mon corps, battement cardiaque, machin, respiration, tout contrôler, tout réguler, en suivant un peu des étapes et des protocoles, quoi. Mais tous les mecs qui réussissent, regarde leurs yeux. Tous les mecs font de la préparation mentale. Enfin, ça vaut par exemple pour les sportifs. Tiens, regarde un mec comme Michael Jordan qui joue au basket. Regarde son regard quand il rentre sur le terrain. Est-ce que le gars, il a l'air distrait? Regarde son regard. Le mec est déterminé. Un mec aussi qui me fascine, c'est Raphaël Nadal. Enfin, je n'aime pas le tennis. Regarde le regard du mec quand il rentre sur un court de tennis. Le mec, en fait, je pense que le mec est sous hypnose, en fait, quand il débarque sur un cours de tennis. Le mec, c'est un animal, quoi. Donc, les sportifs qui gagnent ont beaucoup de préparation mentale. Et souvent,
je me suis rendu compte que la plupart des Français perdent les compétitions internationales parce qu'ils n'ont pas le mental, en fait. Ça se voit, en fait, dans les yeux quand quelqu'un va gagner, quand quelqu'un va perdre. Et c'est pareil, en fait, à un niveau de business, tu regarderas tous les mecs qui ont un niveau de succès, en fait, assez élevé sur le business, généralement, font de la préparation mentale, ont une façon de penser, ils vont pas se laisser déstabiliser, ils sont déterminés, ça joue énormément. Donc, bossez sur votre mental. Ok, C'est ouais. moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ouais. J'ai sur deux directions pour t'amener là. Euh, une qui est un peu plus, enfin, qui est beaucoup plus terre à terre. C'est une question qui a été suggérée sur Twitter. C'est, tu avais se partir de zéro avec 100 euros en poche dans le contexte actuel. Donc, tu n'as pas les actifs, tu n'as pas, voilà, t'as pas de réseau, tu n'as pas tout ça, quoi. Ouais. Tu procéderais comment? Ça, c'est un peu question à la con, mais enfin, de toute façon, c'est un métier intéressant, quoi. Ça dépend d'où je pars, mais admettons que je vive en France, j'imagine, comme la majorité de l'audience, aller en Belgique ou éventuellement en Suisse. Première chose que je fais, déjà, j'apprends l'anglais et l'allemand. Voilà, c'est la première Et chose que je fais. l'allemand. Ouais, et l'allemand, ouais, bien sûr, ouais, j'apprendrai l'allemand. Je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Donc déjà, l'anglais, c'est indispensable. Et ensuite, l'allemand. Ensuite, je vais faire des études dans un domaine où potentiellement ça peut rapporter de la thune. Donc, finance, éventuellement médecine, etc. Admettons que je commence par la base salariée. Le mec qui fait pas de business en ligne, qui commence par le Ouais. salarié. Ensuite, ces compétences, en fait, je ne vais pas les vendre en France. Je vais aller les vendre en Suisse. Et je vais aller les vendre en Suisse allemande. Donc, tu sais très bien qu'en Suisse allemande, si tu arrives et que tu parles français, ils en ont rien à foutre. Il faut que tu parles allemand. Ils ne veulent pas parler anglais, ils ne veulent pas parler français, il faut que tu parles allemand. Euh, à l'époque où je recommençais, bon, moi j'avais fait des études d'économie, donc j'aurais intégré une banque, j'aurais pris 10 000 francs suisses par mois. C'est ce que prend un conseiller en gestion de patrimoine. Ça te laisse suffisamment d'argent si tu es un petit peu malin pour coffrer, te générer un apport, et j'aurais commencé à acheter plusieurs biens immobiliers. J'aurais été beaucoup plus rapide, si tu veux. Moi, quand j'ai commencé petit, j'ai acheté des petits apparts, etc. Là, j'aurais pu directement en fait commencer à acheter des immeubles, des choses comme ça. Très rapidement, si tu sais bien te démerder avec l'immobilier, tu arrives à te générer, allez, 2 000 à 3 000 balles par mois. Tu n'es pas en mode grand luxe, Rolex, Lambo à Dubaï, mais tu survis, tu as de quoi, voilà, tu Ouais. peux vivre quoi, avec ça, on va dire, sans faire de folie, mais tu vis tranquillement. Et après, par rapport à ça, je recommençais à développer des business en ligne. Et là, ça dépend vraiment de vos compétences. Comme je dis toujours, tu parles, je sais pas, tu sais danser la bachata ou t'es fort en salsa. Bah, tu filmes tes cours de salsa et tu les vends en ligne. T'es balèze en aïkido ou tu as une ceinture noire de karaté. Bah, tu fais une école de formation en ligne sur des cours de karaté et tu vends ça en ligne. Je veux dire, la plupart des gens sont toujours le make money, le make money, le make money, mais tu as plein de compétences en fait sur lesquelles tu vas avoir beaucoup moins de concurrence et sur lesquelles tu peux vendre tes services. Tu as un mec qui avait fait ça sur un truc assez niché, une danse qui s'appelle la kizomba. Le mec, il a lancé une école de formation là-dedans. Il était tout seul, le mec, il a fait des pitios, quoi. Et en plus, sans marketing agressif. Tu vois. Donc, sur des business comme ça, tu peux les transposer et les vendre en ligne. Donc, c'est ce que je ferais. Et très rapidement, quand tu commences à gagner de l'oseille, forcément, c'est expatriation. Donc, expatriation, quand tu débutes, je ne recommande pas Dubaï, parce que Dubaï, il faut au moins 10K par mois. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, c'est ce que tu crames, en fait, par mois, 10K. Ouais, C'est ce que tu crames, quoi. Tu ne mets rien de côté, en fait, avec 10K à ouais, non, non, Dubaï. Donc, plutôt, soit un pays Europe où tu as un taux d'impôt modéré, type voilà, Estonie, tu payes quoi, 20%, ou tu vas en Roumanie, tu as 1% d'impôt, enfin, je crois que c'est un petit peu augmenté jusqu'à 1 million d'euros. Et puis après, quand tu commences à level up un petit peu, tu vas sur des destinations un peu plus intéressantes. Mais voilà comment je ferais. Et si, après, ça serait facile de dire ici, ouais, j'aurais acheté du Bitcoin. Hein, j'aurais acheté du oui, oui, Bitcoin, voilà. mais bon. Mais maintenant, c'est facile à dire, quoi. Tu vois. Ouais. Non, non, mais en tout cas, je dirais le fait d'aller allouer un pourcentage, même tout petit, à une catégorie d'actifs, donc les cryptos, super instables, mais qui ont le potentiel de l'effet du x100, ouais, c'est pas, enfin, ça paraît pas con, quoi. Évidemment, un pourcentage raisonnable peut pas être toujours le même truc, quoi. Être prêt à le perdre et c'est possible d'acheter quand c'est la vallée de la mort. Genre là, Mhm. c'est bien intéressant. Enfin, not financial advice, mais ouais. Mais la réalité, c'est que 95% des gens, en fait, ne montreront jamais de business en ligne, ne montreront un business en ligne, mais n'auront pas de succès avec. Ouais. Ils vivoteront, ils feront peut-être 2 000, 3 000 balles par mois.
Et je trouve que pour avoir vu, en fait, pour avoir observé, par exemple, des salariés, parce que le salariat, c'est pas en soi, je suis pas là à cracher sur le salariat. Enfin, je veux dire, il y a des gens, voilà, qui sont bien en tant que salariés. Mais je me dis, tant qu'à être salarié, autant être salarié en Suisse et prendre 10 cas par mois, plutôt que d'être salarié en France et prendre 1500 balles ou 2000 balles par mois. C'est complètement con. Donc, je le vois parce que quand j'ai eu l'occasion d'aller en Suisse allemande, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la Suisse où les gens parlent Ouais. allemand. Et j'ai rencontré des gens qui venaient notamment de Slovaquie, etc., et qui prenaient d'excellents salaires. Tu vois leur niveau de vie, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient auparavant. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ils voyagent, ils vivent dans un appartement confortable, ils vont au restaurant, ils ont une bonne assurance santé, ils peuvent aider leurs proches, etc. Je veux dire, simplement en bougeant, simplement en traversant une frontière, tu peux drastiquement améliorer ton niveau de vie. Et c'est la même chose. Comme nous, entrepreneurs, on ferait le même business en France, mais il faudrait qu'on bosse 3 ans pour générer ce qu'on fait en 1 an à Dubaï. 66% d'impôts. C'est des maths, hein. Ouais. Ouais. Un petit point sur les business online. C'est vrai que moi, une vision que j'ai pas assez eue, c'est une vision d'actif. C'était en fait, tu dis, bah, les mecs, il fait à peine 3 cas par mois. Ouais, mais enfin, pour générer 3 cas par mois avec du dividende, avec de la bourse, avec du staking crypto, avec de l'immobilier, il faut prendre un fort du capital, il faut prendre du risque, il faut traverser pas mal, enfin, il y a pas mal d'obstacles et de Ouais. problématiques, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup fonctionné par coup, en fait. Tu vois, j'ai fait un coup, j'ai fait, OK, je trouve un funnel qui marche, je défonce tout le marché, je prends quelques M, et après, le truc, il meurt doucement, et puis je passe au truc suivant. Et du coup, je passe un peu d'une idée à l'autre, d'une opportunité à l'autre, et c'est très chaotique. Alors, toi, quand ça fait des home runs, bah, ça fait des pics de revenus de port. Et après, j'essaie de transférer ça bah, en actifs, en IMO, en machin, voilà, en crypto, etc. Mais en fait, l'idée de se dire, OK, j'ai plein de micro-actifs, tu vois, alors, je sais pas, tu as un compte Twitter qui est niché, tu as 10 000 abonnés, tu tweets de temps en temps, c'est un putain d'actif, en fait. Ah ouais, Et bien une sûr. expertise était reconnue pour ça, tu as une vague réputation, c'est un putain d'actif. Tu as un micro-site SEO spécialisé avec 5 000 visiteurs par mois, c'est un putain d'actif, en fait. Et en fait, de se dire, OK, je vais cultiver ces actifs en optimisant le temps que je mets dessus pour justement pas aller vampiriser ma life pour un truc qui va me faire 500 euros par mois. Moi, c'est un truc que j'ai pas assez fait. En fait, il y a plein de trucs en fait, qui auraient pu être des actifs qui en cumulé me rajouteraient 10, 20, 30 000 euros par mois. Vraiment, bah, ça fait quand même une différence. Enfin, bah, non, ça fait une différence, mais enfin, c'est quand même beaucoup de thunes, quoi, on va dire. Mhm. Euh, et je ne l'ai pas assez fait. Quoi. Et c'est vrai que je pense que les gens n'ont pas une vision, n'ont pas vraiment une vision de développement d'actifs. C'est con, mais avoir un Twitter Ouais. qui tourne, qui est Mhm. relevant, qui est niché, qui est pertinent, ça prend un peu de temps, mais c'est un putain d'actif en fait. Tu vois. Euh, C'est souvent fade, en fait. C'est vrai que ce que tu vois sur YouTube, c'est souvent fade. Les gens, en fait, osent pas prendre trop de risques. Ils essaient de plaire, en fait, à la majorité des gens, au lieu de faire un contenu peut-être plus agressif. Je prends un cas extrême, mais voilà, tout le monde connaît Jean-Marie Corda. Je veux dire, le ouais. mec qui parle sans filtre. Enfin, quand tu vois Jean-Marie Corda, est-ce que tu te dis, ouais, il est fade, ouais, tout le monde s'en souvient. Je veux dire, tu vois une vidéo de lui, il est là avec enfin voilà, je veux dire, tout le monde s'en souvient. Donc, tu vois une vidéo de Andrew Tate, tout le monde s'en souvient. Enfin, je veux dire, bon, je prends des cas un peu extrêmes. Mais c'est vrai que la plupart des gens font du contenu qui est assez fade. Ils ont peur en fait de prendre des positions et d'en dévoiler un petit peu plus sur leur personnalité. Non, bah, il faut y aller, il faut foncer de ce côté-là. Et pour revenir en fait à ta notion d'actif, pour moi, un actif, c'est un truc que tu achètes une fois et qui va continuer à produire des revenus sans que tu aies vraiment à bosser ou tu as très peu à bosser. Mais il y a une notion en fait que j'ai comprise qui est extrêmement importante pour faire du pognon, c'est le nombre de personnes que tu vas impacter. Donc ça vaut pour tout, quoi. C'est-à-dire que par exemple, la plupart des gens, je prends l'exemple de l'IMO et puis on pourra le transposer dans le business en ligne, mais la plupart des gens, en fait, ils achètent un appartement, ils le louent à une famille, voilà, à l'année et chaque année, et donc ils impactent une famille, ils impactent une personne. Ces gens ne gagnent pas de pognon. La même personne qui va prendre le même appartement, mais qui va faire une colocation. Il y a 3 chambres, 4 chambres, 4 chambres. Ok, il va impacter 4 personnes. Donc, il va pouvoir louer chaque chambre plus cher. Donc, il va impacter plus de personnes, donc gagner plus de pognon. Mm. Le même mec qui fait de la colocation, mais en location courte durée. Tu sais que sur Airbnb, tu peux louer des chambres. Tu n'es pas obligé de louer un appart. Sur Airbnb, il y a possibilité de louer des chambres. Donc lui, il va avoir un taux de rotation au niveau de ses chambres où il va avoir, par exemple, 4 nouveaux mecs toutes les semaines multipliés par 50 d'autres mecs. Donc potentiellement, il va impacter 200 personnes. Mais qui va gagner le plus de pognon? Celui qui impacte 200 personnes, celui qui impacte 4 personnes ou celui qui impacte une personne? C'est toujours le mec qui impacte 200 personnes qui va gagner le plus de pognon. Et c'est la même chose en fait sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on vend des produits digitaux?
C'est tout simplement parce qu'on les filme une fois. Et après, c'est un truc qu'on peut vendre, c'est dématérialisé, on peut le vendre à un maximum de personnes, on peut le scaler. Et c'est pour ça que la plupart des gens sont pauvres, parce qu'ils sont salariés. Donc, tu vas échanger ton temps contre de l'argent, contre un patron, et le lendemain, ça repart à zéro, tu es obligé de recommencer, tu n'impactes qu'une seule personne, ton patron. Je trouve que déjà, ce serait beaucoup plus intéressant, je sais pas, d'être un freelancer et d'avoir 3 ou 4 ou 5 différentes personnes pour qui tu bosses, tu gagnerais plus de pognon. Donc, garder, en fait, toujours se poser la question avec mon produit, combien de personnes je vais pouvoir impacter, quoi. Si ça fait déjà pas mal de filtres sur la plupart des business que vous lancez, quoi. C'est intéressant la notion Du nombre de personnes impactées. les humains qu'on peut impacter. Ouais. Ben, regarde, un mec comme Andrew Tate a fait des millions parce qu'il impacte des millions de personnes. Un mec comme Cristiano Ronaldo, pourquoi est-ce qu'il est payé? Tout le monde est là, oui, c'est un scandale, il est payé extrêmement cher, etc. Mais c'est parce que quand il touche un putain de ballon, tout le monde le regarde, la planète entière le regarde, ce mec-là. Donc il impacte des millions de personnes, c'est pour ça qu'il gagne. Un mec comme Usain Bolt, quand il va courir son 100 mètres, tout le monde le regarde. Ok? Il a couru 9 secondes, il a gagné des millions, c'est un scandale. Ouais, mais toute la planète l'a regardé, tout le monde veut le voir courir. Donc il impacte des millions de personnes, c'est pour ça qu'il fait du pognon. Donc le gars qui est numéro 30 au sprint, tout le monde s'en fout, personne ne le regarde. Okay, donc c'est important de comprendre ces notions-là, en fait, de combien de personnes en fait, vous allez impacter, et ça se transpose en fait dans n'importe quel business en fait, quand il réfléchit. Apple crée un iPhone, ils le vendent à des millions de personnes. Ils créent des applications, ils les vendent à des millions de personnes. C'est pour ça que en fait, ces boîtes gagnent autant d'argent. C'est le nombre de personnes que vous allez impacter. Et ensuite, dans un business, ce qu'il faudrait aussi réfléchir, c'est à quelle fréquence en fait, vous recevez des paiements. Plus vous allez recevoir des paiements rapidement, donc typiquement, quand tu fais de la location courte durée, tu as de la rotation tous les 3 jours, donc tu reçois des paiements plus rapidement, plus tu vas gagner d'argent. Autre exemple, si vraiment je poussais le délire encore plus loin, tu fais des hôtels, mais tu loues à l'heure, quoi. Tu vois, pour monsieur qui veut aller en fait passer du bon temps avec madame. Tu loues à l'heure et puis tu peux relouer la chambre en fait à la journée. Tu sais que ça existe. Tu sais, dans la plupart des hôtels parisiens, en fait, c'est pas dit, mais tu peux louer de la chambre à l'heure ou pour 2 heures. Monsieur, madame, sous façon anonyme, tu payes en cash, puis tu peux faire ta petite affaire, quoi. Et ça fait du complément de revenu. Ouais. Tu leur dis, je veux la chambre juste pour 2 heures. Non, je n'ai pas besoin de dire, je le sais. Je le sais parce que j'ai un pote qui bossait dedans, qui bossait dans l'hôtellerie, donc à Paris, dans un hôtel en plus, c'était un hôtel 4-5 étoiles. Et ouais, ça se loue, tu peux la louer. L'après-midi, en fait, si tu veux, ils ont des rotations. Tu fais ton check-out à midi, et puis après, tu as ton prochain client qui arrive à 20h. Les mecs, tu as un mec qui s'est dit, qu'est-ce qu'on fout avec nos chambres entre 12h et 20h? C'est con. On a tant de chambres qui sont dispo, on a la possibilité de les rafraîchir, autant les louer. Et donc, ils font ça. Donc, en fait, tu augmentes ton niveau de rotation. Et moi, voilà, des fois, je me mets. Après, je me tape des délires bizarres, tu vas me dire, mais des fois, je me mettais donc à la sortie de Zara ou à la sortie de Carrefour et je regarde toutes les caisses automatiques. Et tu sais, j'écoute les bips là. Bip, 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 bip. Putain, à chaque fois, je me dis, à chaque fois qu'il y a un bip, il y a de l'oseille qui est encaissé. Je fais, putain, mais la vélocité de la monnaie, elle est extrêmement rapide, quoi. Ça encaisse à la milliseconde, tu vois. Donc, je me dis, tu vois, j'ai toujours essayé de chercher des business où j'encaissais le plus où je pouvais encaisser le plus de paiements en fait rapidement, quoi. Parce que c'est ça qui fait la différence en fait entre un mec qui va gagner des millions et un autre. C'est pas tellement combien d'argent tu vas réussir à générer, mais c'est à quelle vitesse tu arrives à le faire. Parce que j'ai toujours dit, si tu gagnes 1 euro par jour pendant 1 milliard de jours et que tu le mets de côté, dans 1 milliard de jours, tu es milliardaire, sauf que tu seras mort d'ici là. Ouais. Mais si tu arrives à faire ça sur une durée plus courte, en fait, tu seras milliardaire. Tu vois, enfin, c'est un exemple à la con ce que je te dis, mais c'est pour illustrer le principe. Et j'essaie toujours de m'appliquer ces filtres en fait quand je lance un business en fait. Combien de personnes j'impacte, à quelle vitesse je vais recevoir de la thune. À l'époque où j'étais salarié, je recevais de la thune 1 fois par mois. C'est quand même relativement lent, quoi. Aujourd'hui, je reçois de la thune plusieurs fois par heure, quoi. Ouais. Ok. Je prenais 3 notes parce que c'est une bonne idée, ce truc-là. Ok. Ouais, effectivement, c'est une belle notion. Il y a une autre question qui a été posée sur Twitter, et après je poserai une dernière question, quand je te laisserai chez il faut que tu fasses tes bagages, je crois que tu pars demain dans un autre pays. Alors le mec il dit, tout en sachant que l'écart entre les élites et la populace va s'accroître d'ici combien de temps, d'ici combien de temps l'ascension sociale sera impossible, si ce n'est pas déjà le cas? Alors, moi, j'y crois pas. Les mecs qui te disent l'ascension sociale est impossible, je pense que c'est des conneries. Sera impossible déjà. Là c'est ouais. plus ou moins atteint. Je pense que ça devient de plus en plus compétitif. En fait, aujourd'hui,
Si tu te lances en fait sur le marché de l'IMO, c'est plus compétitif qu'avant. Les biens immobiliers sont plus chers, ça s'est resserré au niveau du crédit, tu as plus de compétition parce que tu as plus de gars qui savent faire du pognon avec. Plus de compétition, le marché en fait arrive à maturité. Sur le business en ligne, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, quand on a commencé, enfin, je sais pas quelle année tu as commencé, en 2016, tu foutais une page de vente, tu envoyais un peu de trafic, une vidéo YouTube, et puis même, Base tu Excel avais un groupe Facebook. Facebook, il n'y avait pas de système de reach, quoi. Tout le monde voyait ton post Facebook, quoi. Tu n'avais pas besoin d'acheter de publicité, quoi. Donc, c'était super facile, en fait, de faire de la thune. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de gars qui lancent ça, donc tu as plus de compétition et tu as un marché qui arrive à maturité, et forcément, ceux qui survivent sont les meilleurs. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est plus possible d'y arriver? Non, mais ça veut dire que si tu veux y arriver aujourd'hui, il faut proposer de la qualité. Il faut proposer quelque chose que les autres ne proposent pas, ou avec un meilleur niveau de qualité, ou avec un meilleur marketing. Donc non, il y aura toujours moyen de faire du pognon, hein. Je veux dire, il y a toujours moyen de faire du pognon. Il faut arrêter de croire que c'est terminé, quoi. Je veux dire, tu sais, il y a des terres vierges. J'étais au Monténégro, là, il y a un mois, j'ai rencontré un gars, il achète des terrains à moins de 100 € le mètre carré. Moins de 100 € le mètre carré, 80 € le mètre carré. Il fait construire des lotissements, etc. Et qui vend, et derrière, le mec fait des x2, x3 en plus-value. Voilà, on est en 2022 à l'époque où il fait ça. Quand plein de gens te disent c'est fini, l'IMO, il n'y a plus de thunes à faire. C'est comme les gens, ils vont dire il n'y a plus de thunes à faire dans les cryptos, il n'y a plus de thunes à faire dans le business en ligne. C'est faux. Tu verras que dans 10 ans, il y aura des mecs qui ont fait encore beaucoup de thunes dans le business en ligne. Et j'y crois pas à ça. Ça, c'est des excuses en fait que les gens se trouvent. Ok. C'est vrai que moi, c'est un peu une impression que j'avais, quoi. C'était du coup un durcissement du marché. Il y a même un durcissement, je dirais, de la taxe, des conditions réglementaires. Ouais. C'est genre, est-ce que dans 5 ans, tu pourras lancer une crypto comme tu lançais une crypto là en ce moment, enfin aujourd'hui? Peut-être pas, peut-être que ce sera interdit, régulé, etc. Tu vois? Ça sera encadré. Ouais. Il va y avoir Donc, plus de règles. Ouais. Déjà, on est emmerdé. Enfin, tu vois bien, enfin, sur les processeurs de paiement, typiquement, moi j'ai des clients qui achètent mes programmes. Les banques en fait bloquent les paiements sur Stripe ouais. en disant attention, transactions, machin, etc. Ils bloquent les paiements sur Stripe, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la rétention à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est toujours chiant. Tu as ça, tu as toute la réglementation, tu as les mentions légales, tu as les RGPD, tu as les 3D Secure, ouais, de plus en plus. Et puis dès que tu fais une opération de ton compte bancaire, ton compte business vers ton compte perso, on va te poser des questions, de la compliance. Après, il faut payer des mecs pour faire ça pour toi, quoi. Ouais. Ça, si tu veux, moi, l'image que je prends, c'est vraiment une vision un peu dystopique du truc. Tu as vu le film Elysium ou pas? Ouais, Avec ouais. Matt Damon. Mhm. Où tu as les mecs qui sont sur une espèce de station orbitale. Et bon, Mhm. enfin, pour ceux qui ne connaissent pas le film, je vais faire en 20 secondes. Grosso modo, on est dans un futur pas trop lointain. La Terre est invivable. C'est une espèce de favela gigantesque, surpeuplée, sans infrastructure et tout le monde qui se fout sur la gueule. Et les riches, ils sont plus dans une station orbitale où ils peuvent vivre indéfiniment. Il y a des technologies incroyables, où il y a de la verdure, des golfs, etc. Et grosso modo, ce que moi je trouve intéressant dans la lecture de ce film, c'est euh, l'ascension sociale n'existe plus. Ouais, c'est que les riches resteront toujours riches et cool, et avec ce qui va avec, les privilèges, etc., la santé, etc. Et les pauvres resteront pauvres. Et d'ailleurs, l'image de l'ascenseur social, ce serait une navette qui serait pour monter ou descendre. Bon, les mecs, en fait, ils descendent juste pour se faire un safari ou pour risquer leur vie, parce qu'ils ont de sensations fortes. Et après, les mecs qui veulent monter, ils se font abattre par la défense aérienne de la station. Donc, c'est un peu l'idée, tu vois, c'est qu'on rentre dans un monde où, finalement, en fait, le jeu est fini. Il y a deux humanités séparées. Et toi, quand on voit aujourd'hui la dynamique des inégalités, c'est un peu ça. C'est que, genre, en fonction de ta place dans l'échiquier social, tu as accès à des services médicaux qui ne sont pas les mêmes. Tu as un Ouais. cancer en France, si tu as un cancer et tu as 100 millions sur ton compte en banque, tu n'auras pas accès à la même chimio, hein, ou au même traitement, clairement. Il y en a un qui aura une plus grosse espérance de survie, quoi. Et Mhm. ça, c'est un vrai dos, hein, je dirais, aujourd'hui, moi, j'étais allé, c'était il y a 5 ans maintenant, à une conférence, je pense, sur tout ce qui était les biotechnologies, les medtech, etc., donc les medical technologies, et il y avait un toubib qui expliquait tout ça. Il y a un mec dans le public qui a posé des questions, c'est quoi ce qu'on fait de mieux aujourd'hui pour avoir une bonne santé, vivre longtemps en bonne santé, etc. Mhm. Le mec, il lui a dit, bon, le gros du public est dans la vingtaine, donc je vais vous dire ce qu'il faut faire. Le hack numéro un pour vivre jusqu'à 100 ans ou vivre bien, faites un maximum de pognon. Parce qu'en fait, les Mhm. techniques qui sortent sont incroyables, mais putain, qu'est-ce qu'elles sont chères. Mhm. Et tu vois, c'est un peu cette illustration où en fait, il y a deux humanités, quoi. Il y a ceux qui ont des jets privés, des super traitements, machin, des super services, des super trucs. La classe moyenne, elle se fait éclater sa race. Inflation, taxes, guerre, machin, ce que tu veux. Et le reste
l'humanité est en train de se clochardiser. Et finalement, la passerelle entre les deux, c'est Internet, c'est les cryptos, c'est les business en ligne, c'est si tu es un peu rusé, l'immobilier, la bourse, enfin, tu as trouvé, je dirais, la bonne combine, avoir les bonnes informations, la bonne méthode pour répliquer un truc et boum, tu vois, te prendre un ticket. Mais qu'en fait, année après année, toutes les opportunités deviennent plus compliquées. Toi, ton point de vue, c'est plus qu'il y a toujours des nouvelles opportunités et il faut être un petit peu en avance. Ouais. Moi, Je mon pense point que de vue, c'est peut-être que ça va se resserrer structurellement, en fait, quoi. je pense que ça va se resserrer, mais après, enfin, faut pas penser en mode que business en ligne. Enfin, tu vois, c'est pas pour rien qu'à côté, j'ai du business entre guillemets physique. Ouais. Pourquoi? Pour pas avoir justement tout sur le business online et pour pas avoir non plus tout dans le business physique. C'est pour ça que j'investis dans différents pays. Mais je pars du principe qu'il y aura toujours du business à faire parce qu'il y aura toujours un marché. Un marché, c'est quoi? Un marché, c'est il y a une demande et il y a une offre. OK? Dès que il y aura les humains ont des besoins primaires, donc ils ont besoin de se loger. C'est pyramide de Maslow, tu as besoin de te loger. Typiquement, le Russe qui se barre en ce moment de Russie arrive en Géorgie, nombre de logements limité, le prix des logements a triplé, a quadruplé. Ok, un logement à la petite ici, ça valait 300 balles par mois, c'est passé à 2000 balles en l'espace de 24 heures. Donc, il y aura toujours en fait des pays qui seront entre guillemets déstabilisés sur lesquels tu pourras entre guillemets en profiter. Tu es le mec dans Elysium, bon, admettons que tu es le mec en bas, qu'est-ce que tu crées comme business? Tu crées le mec en fait, le business du mec qui fait de la navette et qui envoie les gars, quoi, tu vois. Tu crées une navette clandestine, enfin, c'est ça qu'on ferait, quoi. Tu peux juste pas se faire rembourser, quoi. Sinon, ouais, voilà, quoi. De toute façon, après, bon, ça te fait rembourser que ouais. Tu crées un business d'immigration illégale, quoi. ouais. Non, je pense qu'il y aura toujours un marché, il y aura toujours quelque chose à proposer. Les gens auront toujours besoin de quelque chose à un moment donné. Et en fait, tu le vois dans des économies de guerre, quoi. Ce qui est intéressant, tu sais, moi j'ai commencé à m'intéresser à ces problématiques. Je crois que c'était quand il y avait eu la crise des subprimes, tu vois, où les banques risquaient de faire faillite, etc. Enfin, cette époque, tu sais, on flippait un petit peu tous. Enfin, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et donc, à cette époque-là, donc ma grand-mère était toujours en vie. Et puis, ma grand-mère, en fait, elle a connu la Seconde Guerre mondiale. Et tu sais, j'avais posé plein de questions. Je dis, quoi, comment ça se passait et tout, la guerre, il y avait des tickets de rationnement, vous aviez à bouffer. Enfin, tu vois, je posais un petit peu des questions. Elle me disait, mais il y a des gens qui se sont vachement enrichis. Parce qu'ils avaient des trucs en fait que les autres voulaient, quoi. Par exemple, ils vendaient du chocolat, ils vendaient des fruits, ils vendaient des machins. Et puis les mecs se sont fait des petites fortunes comme ça, en fait. Même en économie de guerre, tu as des bombes qui tombent sur la gueule, tu as tout qui est détruit, ton pays est occupé. Il y a des mecs en fait qui ont fait de la thune. Il y a toujours du business à faire. Et typiquement, quand c'était le Covid, il y a des mecs qui m'ont contacté. Ouais, j'ai la possibilité d'avoir des masques et tout, je peux les envoyer. Est-ce que tu peux les revendre? À l'époque, c'était illégal de le faire en France, donc je ne l'ai pas fait. Ouais. Mais tu vois, il y avait du business à faire en fait. J'ai envie de dire, plus le système sera déstabilisé, plus en fait, entre guillemets, il y aura du business à faire. D'après toi, combien est prêt à payer un Russe aujourd'hui pour que tu l'exfiltres du pays? Combien, d'après toi, ont payé les Russes pour ouvrir des comptes bancaires? Tu sais qu'aujourd'hui, un Russe, en fait, il reçoit beaucoup de paiements étrangers. Typiquement, un prof de russe. En fait, je ne pouvais plus lui envoyer de paiement pour payer les cours de russe. Donc, il fallait qu'elle ait un compte à l'étranger. Il y a plein de Russes qui étaient dans cette situation. Donc, il y a des mecs qui ont lancé un business. C'était des navettes, en fait, entre la Russie et le Kazakhstan, où tu arrivais, on te prenait dans une navette, on t'amenait au Kazakhstan. Donc, il y avait 50 mecs qui rentraient. Il y avait une nana là au Kazakhstan qui était là. Zdravstvuyte, Viratite, Adkritchot. Voilà, vous voulez ouvrir un compte, pam, pam, pam. Et elle encaissait. Et les mecs, en fait, à chaque fois, ils prenaient une fise. Je ne sais pas combien les gars ont fait, mais c'était des gars, ils tournaient des 10K, des 20K par jour, quoi. Simplement en répondant en fait à un besoin d'urgence. Donc, je pense qu'il y aura toujours, en fait, si tu veux, des business. Il faut identifier quels sont les problèmes des gens à l'instant T. Et à partir du moment où les gens ont toujours des problèmes, je pense qu'il y aura toujours du business, quoi. Et après, aller taper les gens qui ont le plus de thunes. Un mec qui est très intelligent, c'est un de mes potes allemands. Le mec fait le business de nomade capitaliste et sur le marché allemand. Et comme il y a beaucoup d'Allemands, en fait, tu pourrais dire ils parlent tous anglais, c'est pas vrai. Ben, ils vont tous chez lui. Et en fait, il est seul sur le marché, le mec se fait des couilles en or. Okay. Ouais. Ouais, c'est malin. Moi, j'avais eu une discussion un peu de ce style-là avec un infopreneur que je n'aimerais pas. Pas de notre génération, mais de la génération au-dessus. Et je disais, ouais, je suis quand même un peu inquiet parce que s'il y a une guerre civile, notre marché va un peu se péter la gueule. Le mec, il fait, mais t'es con, quoi. Mais pourquoi? Enfin, regarde, là, on vend du rêve. Et c'est parce que ça marche. Si demain, c'est la guerre civile, on vend des calaches. Ouais, il avait raison, le mec. J'ai adoré le mec qui me dit, là, on vend du rêve. Et c'est parce que ça marche.
Excusez-moi, c'est la guerre, on vend des calaches. Mais peut-être les calaches, c'est un peu régulé, donc c'est problématique. Mais l'idée était même que la tienne, quoi. Bah, ça marche bien. Enfin, je veux dire, contenu survivaliste, du Jovanovic, ça marche plutôt bien. Pierre Jovanovic, il fait des vues. Hein, donc, ouais, la peur, la peur vend bien. Ouais. Bah, je pense que c'est ce qu'utilisent la plupart de tes gars en copywriting, quoi. Quand tu vends une assurance, tu vends quoi? Tu vends de la peur, quoi. Puis comme les Européens sont par nature flippés, l'Européen est flippé. Hein, c'est pour ça qu'il va. Il y a des théories sur ça. En fait, l'Européen est plus flippé, si tu veux, que l'Africain, parce que, en règle générale, plus stressé, plus de dépression, etc. C'est conditionné génétiquement parce que l'Européen a dû plus de fois dans sa vie affronter l'hiver. Et donc, en fait, l'Européen qui n'était pas flippé et qui n'était pas prévoyant, foutait pas assez de bouffe en fait de côté, de provision. Donc, l'Européen qui était nonchalant, en fait, crevait pendant l'hiver. Donc, il y a eu une sélection naturelle sur les mecs flippés. C'est pour ça que l'Européen, généralement, il est plutôt flippé. Et pour avoir passé un petit peu de temps à Mayotte et tout, Mayotte, je crois que c'est devenu un département, mais à l'époque, c'était un territoire d'outre-mer. Putain, je peux te dire, les mecs, t'es cool, détendu, vous faisez la fête, j'y vais un petit peu au jour le jour. Putain, je me disais, ça, des fois, j'aimerais bien être comme ça, tu vois, détendu, pas me poser de questions. Donc, ouais, il y aura toujours des trucs à vendre. Il y aura toujours un marché, il y aura toujours quelque chose à vendre. Peut-être dernière question, on revient un peu plus sur, enfin, on est déjà sur l'économie, mais puisque toi, du coup, tout ce qui est investissement, bourse, crypto, IMO, etc., bon, c'est ton domaine. Moi, mon domaine, c'est vraiment IMO. IMO. Ouais, IMO, business en ligne. Et puis après, mon petit péché mignon, les résidences, les seconds passeports, les comptes bancaires à l'étranger. Okay. Bourse, je suis investisseur, mais je ne me considère pas du tout comme un spécialiste. Ouais, mais je me considère. Perso, tu investis, quoi. Ouais, j'investis, mais je ne vais pas dire que je suis un expert du domaine. De toute façon, pour moi, les experts en bourse, ça n'existe pas. Parce que même dans les salles de marché, les mecs sont spécialisés sur le trade du café en Colombie. Tu vois. Si tu ne peux pas être expert en tout en bourse, c'est pas. Ouais. Puis mais ouais. Disons qu'en fait, tu as des décisions pour gérer tes finances personnelles à prendre sur les situations boursières, les notions de devises, etc. Dans quelle mesure ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une mutation, c'est une évolution conjoncturelle? Traduction, pour que tu ne comprennes pas, la conjoncture, c'est il y a les saisons où c'est l'hiver, des saisons où c'est l'été, et puis du coup, tout le temps ça monte, tout le temps ça baisse. Il y a des formes de fluctuations avec une périodicité plus ou moins régulière. Certains parlent de cycle. Bon, okay. Ouais. Donc, dans quelle mesure, là, on est un peu en récession et en inflation, parce que voilà, ça correspond à des cycles, on nous a un peu imprimé de cash, ils se sont un peu lâchés, etc. Ou alors est-ce qu'on n'est pas dans une mutation structurelle? Donc déjà, c'est les fondements même de l'économie qui changent et de la monnaie et de la géopolitique, à savoir, si tu veux, on passe peut-être des monnaies vers de la crypto-monnaie, éventuellement, on passe, je dirais, d'une économie mondiale centrée autour de l'Occident à finalement un centre de gravité qui se bascule vers le bloc Russie, Inde, Chine, qui est en hostilité et en rupture par rapport au bloc occidental. Dans quelle mesure ce qu'on vit est conjoncturel? Traduction, en fait, conjoncturel, c'est buy the dip, tu vois. C'est la bourse américaine, elle est pas chère, t'achètes parce que sur le long terme, ça monte. Structurel, c'est en fait, la bourse américaine, peut-être qu'elle va jamais trop remonter parce que le dollar va se viander sa race, parce que son de gravité économique et les liquidités vont aller vers l'Asie, modo, quoi, pour simplifier un peu. C'est un peu conjoncturel ou structurel? Je pense qu'il y a, les deux. C'est-à-dire, si tu regardes en fait sur un niveau purement économique, remonter des taux. Donc remonter de tout va se péter la gueule. Enfin, c'est comme ça, tu vois, les taux remontent, les marchés se pètent la gueule, tout se pète la gueule. Le prix des actifs se pète la gueule, baisse des taux, injection de liquidité, les actifs remontent, sont inflatés. Donc là, pour l'instant, je vois plutôt un marché qui va plutôt continuer à baisser. Maintenant, sur un plan, je ne sais pas comment tu appelles ça, structurel, l'Europe prend des décisions complètement connes. Parce qu'en fait, en Europe, on a arrêté d'être dans la réalité. En Europe, aujourd'hui, on est dans l'idéologie. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, avant, époque du général de Gaulle, les mecs disaient, bon, les gars, vous savez quoi, ça serait cool en fait qu'on construise un avion supersonique. Donc on va construire un putain de Concorde, comme ça on va pouvoir aller de Paris à New York et tout, en l'espace de 2 heures. Qu'est-ce que vous en pensez et tout? Ouais, on va mobiliser les meilleurs ingénieurs et tout, puis on va faire un putain de Concorde. Et les gars, vous savez quoi, on va faire un train à grande vitesse plutôt que de se trimballer dans des TER pourris, en fait, on va faire un train et tout, comme ça on va pouvoir relier et tout. Donc les mecs lançaient des grands trucs comme ça. Tu as des pays qui font toujours ça. Tu as la Corée qui ont lancé Samsung, etc., tout ce qui est robotique, etc. Les mecs sont en train de développer leur pays à fond.
Aujourd'hui, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? On lance que dalle. On lance que dalle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de projet d'industrie à long terme. Sur quoi? Les Américains ont la tech, ils ont Google, ils ont Facebook. Enfin, tu vois, les Américains ont la tech. Qu'est-ce qu'on a en Europe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fout en Europe? Rien, que dalle. Aujourd'hui, en Europe, le projet de l'Europe, c'est on va sauver le climat. C'est ça, en fait. On va sauver le climat. Donc, on va inverser, en fait, le cycle de la Terre. Donc, moi, j'aime bien dire ça. C'est-à-dire que, tu vois, à l'époque de la préhistoire, tu avais un sorcier. Généralement, tu le payais, en fait, tu lui filais de la bouffe. Je sais pas, peut-être qu'il leur filait, le père filait sa fille en esclavage ou quoi que ce soit. Et donc, le sorcier, en fait, il tournait autour du feu, en gros, comme ça, avec un petit os dans le nez. Et puis, hop, il le jetait dans le feu et tout. Et puis après, il disait, putain, je vous promets, les gars, demain, il y aura la pluie et tout. Et puis, bah, ça pleuvait. En fait, le mec, avec ses super pouvoirs, arrivait à influencer le climat. Mais vous pensez vraiment que l'Union européenne a un influx sur est-ce qu'il va y avoir une éruption volcanique? Est-ce qu'on va pouvoir bouger les plaques tectoniques? Est-ce qu'on va pouvoir contrôler l'ozone qui se déplace dans la couche d'ozone? Vous pensez vraiment que l'Union européenne va modifier le climat? Vous pensez vraiment que des dirigeants vont réussir à modifier le climat? On n'arrive même pas à savoir s'il va pleuvoir demain ou pas. Enfin, je veux dire, les météos se trompent. Enfin, donc, je trouve que je les trouve assez prétentieux. Et les mecs misent tout là-dessus. C'est-à-dire, on va changer le climat, on va changer le climat, on va changer le climat, on va changer le climat. Ouais, enfin, c'est bien, mais c'est pas avec ça que tu vas développer ton économie. De l'autre côté, tu as des Chinois qui sont à fond, qui sont en train de produire, tu as la Corée du Sud, etc. En fait, c'est un pays qui est en décadence, qui fait des mauvaises décisions sur un plan structurel et qui, sur 10 à 20 ans, ouais, va être amené à s'effondrer. C'est vrai que les mauvaises décisions sur un plan structurel, pour reprendre ton lexical, il y a un truc en économie, c'est la dépense au sentier, ou la path dependency en anglais. C'est qu'en fait, les conséquences d'une décision structurelle sont cumulatives dans le temps. Je te donne un exemple. Je prends un exemple super court. C'est que le clavier QWERTY en anglais est très mal pensé. En fait, en termes d'emplacement des lettres et de fréquence d'utilisation des lettres en fonction des mots qui sont le plus utilisés, c'est foutu de traviole en fait. En fait, une fois que tu as fait un clavier QWERTY, que tout le monde fonctionne sur du QWERTY, tu ne peux pas réapprendre à tout le monde sur un autre clavier. En fait, la transition est tellement chère en, fait, en termes de productivité et en termes de chaos que tu as écrit, quoi. Tu sais, les virements qui sont avec les mauvais chiffres, les machins, les bidules, tu vois, les avocats qui se trompent et du coup le contrat n'est pas valable, etc. Quoi. Bon, bref. Et donc, en fait, une décision conne en fait est cumulative et de son temps inarrêtable. Alors une décision aussi, elle peut être aussi positive. Tu prends la garantie de la propriété privée en Angleterre, tu sais, genre habeas corpus, etc. Il y a perpète. Bah, en fait, propriété privée, donc libre entreprise, donc tu investis, donc tu retapes ta baraque, donc tu prends un crédit pour investir parce que ton appartement il va rester à toi, donc du coup tu veux qu'il se valorise, tu veux repeindre, tu veux l'améliorer, etc. Donc tu vas déposer des brevets, donc tu vas réinvestir tes gains, et du coup tu as une dynamique cumulative qui t'apporte des dividendes en fait sur des siècles. Quoi. Parce qu'en fait, la Grande-Bretagne a vécu des siècles entiers sur une ou deux décisions politiques structurelles, il y a perpète, quoi. C'est vrai qu'en fait, des mauvaises décisions structurelles, en fait, c'est pas. En fait, des mauvaises décisions conjoncturelles, c'est genre, tu as la banque centrale qui dit on baisse ton intérêt. Ok, tu fais une bulle. La bulle, elle pète, et après, tu continues. Ça fait des dégâts, mais tu survis. Une décision structurelle, donc, qui va vraiment affecter le fonctionnement même de l'économie et de la société, la mentalité des gens, ce genre-là de décision, c'est très compliqué à défaire, c'est très compliqué à modifier. Et en fait, les dividendes, on va dire positifs ou négatifs, c'est en fait, ça se cumule dans le temps. Quoi. Là, du coup, toi qui aimes bien les effets cumulés, c'est complètement ça. Quoi. Ah oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que l'accumulation de décisions connes, en fait, en Union européenne, elle est assez, assez succulente. Tu as un logiciel qui a été installé, enfin un système d'exploitation dans la tête des gens. Donc, pour prendre l'exemple, enfin, je sais pas, on va dire qu'aujourd'hui, prendre l'exemple en France, beaucoup de gens, en fait, ils ont le système Windows 95 qui est installé, mais tu sais, à l'époque où il y avait plein de virus, quoi. Et des pop-up et des boum, 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 écran bleu, etc. Ben, c'est ça, en fait. Ils ont installé un système d'exploitation. Dedans, ils ont foutu, en fait, des virus. Donc, réchauffement climatique, fermeture des frontières, bien-pensance, enfin, je veux dire, gauchisme extrême, féminisme extrême, tout part dans les extrêmes, si tu veux. Je veux dire, bon, moi, je suis pour qu'on respecte les femmes. Mais est-ce que je suis pour qu'on tombe dans l'hystérie, qu'on aille fracasser des hommes simplement parce qu'il a des parties génitales et une paire de couilles? Non, tu vois. Enfin, tu peux avoir une demi-mesure, mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune nuance, en fait. Et quand tu regardes la nouvelle génération, ma mère est instite. Maintenant, elle est à la retraite. Okay. Donc, moi, je lui posais la question, je dis comment ça évolue et tout dans les classes. Elle me dit, chaque année,
le niveau baisse. En fait, elle me le disait en off, en fait, chaque année, en fait, ils sont de plus en plus cons. Parce qu'elles ne disent pas ça, tu vois, évidemment, chaque année, ils sont de plus en plus cons, ils sont de plus en plus. Mon père disait chaque année, ils sont de plus en plus débiles. Je dis, mais qu'est-ce que tu entends par là? Ben, ils ne savent pas parler français, ils ne savent pas écrire, ils n'ont qu'une culture. Enfin, voilà, le niveau, en fait, intellectuel baisse. Il suffit de regarder, et tout le monde le fait, enfin tout le monde se fait cette remarque, tu regardes la chaîne INA, I-A-N-A, je crois que c'est l'Institut des Archives internationales, et tu écoutes comment parle ouais, enfin en gros, c'est toutes les émissions de télévision qui étaient enregistrées, ça s'appelle INA, les émissions françaises, en fait, qui ont été enregistrées il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ils interviewent, ils font des micro-trottoirs dans la rue. Écoute à quel niveau de français les gens s'expriment. Ils interviewent à un moment donné des voyous. Donc des voyous, des mecs blousons en cuir, c'est les voyous du coin. Ces gars-là parlent mieux que les présentateurs de télévision à TF1 aujourd'hui. C'est une réalité, ils ont un meilleur niveau de français. Donc déjà, comment tu peux penser correctement quand tu n'as même pas Je peux comprendre qu'on fasse des fautes d'orthographe, mais quand tu fais des fautes de syntaxe, quand tu confonds le verbe être et avoir dans ta tête, comment est-ce que tu veux penser correctement? Tu vois bien qu'en fait, comment les gens écrivent, c'est plus possible. Donc déjà, il y a un niveau, le niveau scolaire a énormément baissé, les gens ont beaucoup de mal à raisonner. Sur ça, en fait, ils sont abreuvés, si tu veux, d'une propagande, donc le réchauffement climatique, les QR codes, toute la mentalité gauchiste que tu vas retrouver, ultra-gauchiste extrême, que tu vas retrouver sur Netflix qui va être déversée, etc. Ce qui fait que tu casses toutes les valeurs. En fait, tu casses toutes les valeurs, tu casses la valeur de la famille, donc les gens n'ont plus de point de repère. T'expliques à une fille que c'est normal en fait de se foutre à poil sur Instagram et puis d'ouvrir son OnlyFans et que c'est cool en fait, que c'est super, il faut qu'elle monte son corps, etc. Je me pose la question, en fait, tu ferais la même chose si tu étais un mec. C'est-à-dire que tu arrives, tu te dis, bah, moi aussi, mon corps, mon choix, donc je descends dans la rue, puis tu te fous à poil et puis tu commences à montrer ton cul à tout le monde. Comment ça va se passer? Enfin, tu vois, enfin, je veux dire, des fois, on vit dans un monde qui part un petit peu en steak quoi, au niveau de la construction mentale. Maintenant, tu retournes dans des pays, va à Singapour, va en Corée, regarde comment ça se passe au niveau des gamins. Bah, en fait, ces gens-là ont une éducation comme ont pu avoir nos grands-parents. Tu vas à l'école, tu respectes ton professeur. Si tu bronches, t'es puni. Et si tes parents apprennent que t'es puni, mais putain, mais quand tu rentres à la maison, tu passes un sale putain de quart d'heure. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Fallait pas que mes parents apprennent que tu vois que j'avais fait une connerie école. Je me faisais défoncer. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Bon, bah écoute, à un moment donné, action, conséquence. Hein. Les gens opérant les conséquences. Effet cumulé, comme tu dis. Donc, structurellement, malheureusement, à moins qu'il y ait une grosse prise de conscience au niveau des mentalités, ce dont je doute, ça va être compliqué. Tu te rends compte que il n'y a même plus de notion de patrie, de nation, d'être fier de sa nation. Tu vas au Panama, les mecs saluent le drapeau. Thibaut Inchep a fait une vidéo où il y avait le drapeau français derrière lui. Les mecs l'ont dit, t'es un nazi, quoi. Tu vois, donc il n'y a même plus de notion de groupe, de cohésion, etc. Comment est-ce que tu veux que les gens avancent ensemble en tant que nation pour construire quelque chose de plus grand, pour pouvoir être en compétition avec les 200 autres pays qui essaient de te mettre la pougne? Ben forcément, c'est sur la descente, quoi. Ouais. Il y avait un député russe lors de la mobilisation qui avait une déclaration qui disait ouais, ça va leur faire du bien la guerre à, je cite, cette génération de cucks nourris au soja et à l'iPhone. Mais bon, ceci dit, il n'a pas tort. C'est peut-être moins vrai en Russie que chez nous. Mais bon, de là à la guerre, je ne suis pas forcément candidat. Mais Ouais. Enfin, ouais, bon. les gens idéalisent la guerre et savent pas ce que c'est. Quand Ouais, tu vois ton pote crever à côté de toi, puis après, c'est pas que ça, c'est pas que des gens qui meurent, c'est les séquelles psychologiques. Hein. Moi, je peux te dire que mon pote qui est militaire, il est plus comme avant. Hein. Psychologiquement, c'est plus le même. Les gens se rendent pas compte de ce que c'est. C'est facile, en fait, de tuer des mecs sur un jeu vidéo quand tu es vraiment. Après, tu découvres des syndromes post-traumatiques, etc. C'est pas un jeu, quoi. D'ailleurs, pour tous les mecs qui disaient ouais, les Russes, c'est des lâches, machin, etc., et ils vont pas se mobiliser. Vous savez, en fait, on parlait de second passeport. Vous voulez un second passeport, vous pouvez aller soit du côté ukrainien, soit du côté russe, et puis au bout d'un an, en fait, on vous donne un passeport d'un de deux pays. Donc choisissez votre camp et puis allez tenir un fusil face aux chars de l'OTAN, quoi. Ouais, Allez-y, enfin, je veux dire, c'est open. Hein. Je crois même que la Russie, c'est 6 mois. Tu fais 6 mois dans l'armée aujourd'hui, dans l'espèce de légion étrangère, Wagner, je ne sais pas trop quoi. Et c'est même pas un an, c'est généreux. Mais non, les gens se ruent pas. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais, ok. Écoute, on va s'arrêter là, ça fait comme 1h40. Donc ça fait un bon morceau. Merci d'être passé. Merci à toi de m'avoir invité.
Le bonsoir à la communauté des fils de putonnettes. On apprécie. Voilà. Et du coup, les fils de putonnettes, vous avez les liens vers le Telegram de Pierre sous la vidéo, vers sa chaîne YouTube. Je pense qu'on rangera peut-être des liens vers les formats, le site, etc. Et comme ça, vous avez tout pour en savoir plus pour continuer à consommer du Pierre. Donc, merci à tous. Posez un like, parce que apparemment ça compte. Et voilà. Ça aide à référencer le live. Ça marche. Ciao tout le monde.